Bien le bonjour à tous. Moi, je m'appelle Gaëtan, je travaille au sein du 18-19, donc qui est un service régional d'information et d'orientation pour tout entrepreneur ou futur entrepreneur en région bruxelloise. Alors, notre organisation 18-19, c'est avant tout un site internet qui regorge de plein d'informations sur l'entrepreneuriat, sur comment débuter votre projet, le faire évoluer, ainsi qu'un numéro de téléphone 18-19 que vous pouvez composer tous les jours ouvrables le matin de 9h à 13h. Et alors, on est toute une équipe de conseillers qui répondons le mieux possible à vos questions. C'est la partie information. Alors, on fait aussi de l'orientation dans le sens où si ce sont des questions auxquelles on ne sait pas répondre, sont très spécifiques, on peut aussi vous orienter parmi tous les partenaires liés à l'entrepreneuriat à Bruxelles et il y en a de nombreux. Et d'ailleurs, on fait un petit peu, comment dire, on oriente les gens dans cette jungle de partenaires. On a aussi un infobus qui tourne depuis cet été avec des conseillers à son bord et donc on rencontre les gens en face-to-face de nouveau pour donner des conseils sur l'entrepreneuriat. Et je crois que cette semaine, il y a encore des dates demain et jeudi à Molenbeek et Saint-Josse. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre site, on est présent. Donc voilà, ce séminaire ici, c'est dans le cadre de la semaine thématique où et comment installer son activité à Bruxelles. On organise pas mal de semaines thématiques sur l'année. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la quatrième de l'année. N'hésitez pas à regarder le reste du programme parce qu'il y a encore pas mal d'ateliers qui ont lieu jusque vendredi et des possibilités de vous inscrire. La grande majorité est en virtuel, donc c'est assez facile. Que dire de plus? Oui, peut-être juste des aspects pratiques de ce webinaire ici sur GoToWebinar. Certains sans doute découvrent un peu la plateforme. Alors vous n'avez pas, vous n'avez pas accès à votre micro et votre caméra, on ne vous voit pas, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans la partie chat. Et alors moi, je gérerai vos questions et je les transmettrai à Fabrice, que vous voyez, qui est l'orateur pour cette session. Alors, je vais peut-être juste vous demander de lever la main virtuelle. Vous avez normalement un petit bouton donc aux participants de lever la main virtuelle pour que je puisse voir que tout fonctionne pour vous. Et que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que ça fonctionne bien. Alors, apparemment, il y a un peu d'écho dans là où je me trouve. Je suis désolé pour ça, mais chez Fabrice, c'est parfait. Et de toute façon, c'est lui qui vous donnera la majorité de la présentation. Alors, je vois que les gens lèvent leurs mains. Si vous avez des problèmes de micro ou enfin que vous m'entendez pas ou c'est pas parfait de connexion, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter. Souvent, ça gère le souci. Ou bien c'est parfois des problèmes de casque que vous avez branché et il suffit de le débrancher ou voilà, c'est souvent ça qu'on entend. Voilà, ben merci d'avoir levé la main. Je vais enlever ceci. Je pense avoir fait le tour, Fabrice, et donc je peux maintenant te donner la parole et te laisser débuter le webinaire sur les bases du financement. Merci beaucoup à toi. Un grand merci pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Exercice difficile, je ne vois personne, donc l'interactivité va être un petit peu compliquée. Donc moi, je travaille chez Up depuis maintenant 2 ans. Je fais partie de l'équipe expertise, où je m'occupe de la stratégie du financement des entreprises. Donc on recherche, que ce soit dans toutes les phases de vie, start-up, scale-up ou plus tard, à chercher le financement sous les différentes formes. On va le voir un peu plus tard, hors banque, dans la banque, dans les subsides, etc. Donc c'est beaucoup plus vaste. Et j'ai un deuxième job puisque je suis à 50% pour cette partie-là. L'autre partie, c'est la médiation crédit, où j'interviens quand on est en conflit avec un financier, en général principalement la banque, dans les dossiers crédit, et j'essaye d'aider à démêler la situation. Et précédemment, j'ai un passé bancaire puisque j'ai travaillé pendant 20 ans dans les grandes banques belges, dans le crédit pour les sociétés, les PME, le corporate et le public banking. J'ai préparé une petite présentation que je voulais interactive, mais qui va peut-être pas être aussi facile. Ce qui m'intéresserait de voir, c'est maintenant que vous posiez rapidement les questions, les points qui vous intéressent le plus, pour voir sur quel axe je dois
sur lesquels je peux bouger pour avoir une session qui soit utile pour tout le monde, de voir s'il y a des sujets principaux dans le financement qui vous intéressent. Et je dirais là, je vous laisse peut-être deux petites minutes pour mettre grosso modo les sujets que vous voulez voir développer. Comme ça, je peux voir sur quel point je peux insister ou passer. Si ça vous convient, et alors je pense qu'on me fera un petit débrief. Comme ça, moi, je peux vraiment partir sur quelque chose d'intéressant. Et alors, on fera des questions-réponses en fin de session, en fonction du nombre de questions qui sont posées pour voir quel temps il faut consacrer à cette partie questions-réponses. Voilà. Alors, pour compléter, n'hésitez pas donc à utiliser la partie chat ou questions pour justement parler de votre situation, de vos besoins, comme Fabrice le disait. Moi, je lui relayerai. Donc, pour l'instant, je vois rien, mais n'hésitez pas à écrire tout ça dans l'outil. Ok, bah alors ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer pas besoin. Voilà. Alors, moi, voilà, les gens commencent à interagir. Donc, je vois obtenir un financement pour développer une idée de start-up. Ouais. Voilà, j'attends encore la suite. Bah, je vais peut-être commencer. Et puis, tu as encore des choses qui arrivent ou c'est Non, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, vraiment, n'hésitez pas à écrire. Mais avançons effectivement déjà peut-être sur cette première situation. Ok. Donc, moi, je suis parti sur le fait que on doit démarrer le financement et la base pour moi, qu'est-ce qui est important? Je ne sais pas dérouler mes slides. Si. Okay. Donc sur les bases du financement, je suis parti sur les axes fondamentaux pour moi à partir du moment où on veut lancer une activité et qu'on a besoin d'aller chercher du financement, peu importe, on verra où on va le chercher. Pour moi, il y a trois axes et trois questions qu'il faut absolument se poser dès le début. Une fois qu'on a travaillé ces trois axes, je pense qu'ils vont développer plus les affaires par la suite. Ça va vous aider grandement. Pour moi, il y a trois questions qui sont les trois premières. C'est qui, quoi et comment. C'est important pour vous de pouvoir expliquer ces trois grandes questions et on va y revenir par la suite pour pouvoir effectivement aller vendre votre projet et obtenir ce que vous avez besoin pour pouvoir le financer. Peu importe chez qui on va le demander, que ce soit au niveau d'une banque, au niveau d'un business angels, au niveau d'un subside, ça c'est encore différent, mais au niveau de la région, ces trois axes sont importants quand vous allez vous présenter puisque vous allez demander d'avoir des fonds. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on comprenne ce que vous voulez faire, qui vous êtes et comment vous allez le faire. Sur la partie comment, je vais développer beaucoup plus comment structurer la demande, quels sont les types de crédits en fonction des besoins, et ça c'est important que je puisse voir les besoins que vous avez. Est-ce qu'on veut acheter soit du matériel, du gros matériel lourd, de l'immobilier, est-ce qu'on veut être locataire, est-ce qu'on veut des primes locatives, est-ce qu'on veut des crédits, peu importe, ça sera important pour que je puisse vous expliquer un petit peu comment pense quelque part un financier. Les quotités sont importantes quand on demande du crédit, de savoir effectivement est-ce que je peux demander 100%, 125%. Il y a des quotités à respecter qui sont parfois différentes dans les banques, mais on peut se faire une idée et avoir une idée là-dessus. Les garanties possibles, parce que vous allez demander du crédit et du financement, et donc en contrepartie, le financier va vouloir se garantir que vous allez rembourser correctement. Et il va vouloir aussi avoir des garanties en dehors de l'argent pur, qui va vous poser d'autres petites problématiques, et on pourra voir comment négocier ça. Les alternatives au financement classique, si on n'a pas envie de s'embêter avec une banque ou des choses un peu compliquées, il y a peut-être des alternatives possibles à aller sur le marché. La durée d'un financement, qu'est-ce que je peux demander comme durée? Je peux pas, il y a des choses que je peux financer en court terme, en moyen terme, en long terme, on va en parler.
Et le timing de la demande est important, puisqu'en général, on a besoin de les fonds assez vite. Il faut quand même tenir compte qu'un financier prend aussi son temps. Et donc, quand on est dans l'urgence, aller chercher du financement, c'est compliqué, parce que même si on peut avoir un accord, l'argent n'arrive pas forcément dans le timing qu'on aura voulu. Surtout à l'heure actuelle, avec la période Covid, les choses sont encore beaucoup plus compliquées, puisque les banques sont encore beaucoup plus lentes et plus réticentes. En cas de refus, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on ne panique pas? On va plus loin. Il y a des choses à faire. Et alors, on verra un peu rapidement les sources de financement. J'ai fait un petit tableau, grosso modo, où vous allez voir qu'est-ce qu'on peut demander sur la région pour avancer dans un projet. Et alors, on partira sur la partie des questions. Ok, ça va m'embêter. Donc, les trois axes, comme on l'a vu, le qui, le quoi et le comment. Alors le qui, il y a déjà deux grandes questions. C'est qui va demander? Est-ce que vous vous lancez comme indépendant sous le statut d'indépendant? Est-ce que vous vous lancez sous le statut d'une société? C'est choses qui sont différentes puisque les crédits qu'on va proposer et les garanties peuvent être différentes aussi. La forme de la société, est-ce qu'elle est déjà en constitution? C'est une société classique? Est-ce que je fais une SBL? Est-ce que je pars sur un autre modèle sociétal? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile avec la nouvelle réforme des sociétés, puisque tout le monde s'oriente quasiment vers la même société, le même type de société qui est quand même assez facile et modulable. Si j'ai une structure de groupe, si j'ai juste un indépendant qui se lance, c'est facile. Si c'est juste une société qui se lance, c'est facile. Mais si je fais partie d'un groupe ou que j'ai plusieurs sociétés parce que j'ai développé mes activités sur plusieurs axes et que j'ai préféré les scinder au niveau de mon entreprise, je dois pouvoir aussi expliquer à mon financier la structure de mon groupe via l'organigramme et de dire qui détient les parts, c'est-à-dire les personnes physiques qui détiennent les parts des sociétés faîtières au-dessus. Et entre les sociétés, quelle société détient la part de quelle société? Si j'ai des sociétés filles, des sociétés mères, est-ce que j'ai la totalité? Est-ce que je suis en partage avec un autre groupe? Et quels sont les organes de décision et qui récoltent finalement tout ce qui est dividendes et avantages? Au niveau de l'actionnaire et de l'expérience, c'est important d'expliquer ce qu'on fait, ce que l'on est. Je vais prendre un exemple. Si je suis boulanger et que je décide de me lancer parce que j'ai mon diplôme et que je vais demander des fonds auprès d'une banque, je dois exprimer l'expérience. Est-ce que j'ai juste mon expérience diplômante parce que je sors de formation, ou est-ce que j'ai un diplôme et en plus de ça, j'ai bourlingué pendant 5 ou 10 ans à travers toute une série de sociétés en Belgique ou ailleurs pour me forger l'expérience nécessaire pour ouvrir ma propre boulangerie-pâtisserie. Et si je l'ouvre en personne physique juste tout seul, ou si je fais une société, est-ce qu'il y a d'autres actionnaires derrière parce que je me suis associé avec d'autres personnes pour faire quelque chose de plus important, ou avec un groupe qui a décidé de prendre des parts dans mon entreprise. Donc il faut bien expliquer tout ça. Les bénéficiaires économiques, la personne physique, ça c'est vraiment qui est vraiment les fondateurs. Dans beaucoup de sociétés, on peut très bien avoir des actionnaires et des gens qui sont présents au niveau des statuts, mais le bénéficiaire économique, il faut aller le chercher plus loin dans les documents. Et alors, on parle du patrimoine de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise constituée possède déjà des actifs? Quand j'entends des actifs, là-dedans, on peut mettre toute une série de choses, que ce soit de l'immobilier, du mobilier, de l'immatériel. De l'immatériel, ça peut être le nom, une boulangerie d'un nom qu'on a repris, ça peut être du matériel de machine, ça peut être vraiment un immeuble. Donc c'est vraiment tout ce que l'entreprise détient. Éventuellement l'historique de l'entreprise, s'il y a un historique, c'est aussi important de dire si c'est une société familiale qu'on reprend ou qui a déjà un historique par sa constitution et qu'on va voir un nouveau financier qui ne vous connaît pas, c'est d'expliquer toutes les étapes qui ont fait qu'aujourd'hui on est arrivé à ce qu'on est. Ça c'est important aussi de montrer tout ça. La compétence, le fonctionnement et la stratégie. La compétence, il y a la partie diplômante qui peut éventuellement jouer, mais de plus en plus, c'est la partie expérience qu'on peut montrer qu'effectivement, on a les capacités d'arriver à développer dans le cas de ma boulangerie, qu'on a les capacités parce qu'on a acquis de l'expérience là-dedans. Le fonctionnement, d'expliquer comment cette structure va fonctionner. Est-ce que je vais vendre de la pâtisserie en B2C, en B2B? Est-ce que je vais démarcher les sociétés? Est-ce que je vais faire des événements le soir? Ou c'est justement une boulangerie plus classique, une pâtisserie plus classique? Il y a toute une série de choses à expliquer là-dedans. Et la stratégie aussi. Comment je vais faire pour me faire connaître? Éventuellement, si je vais vendre en ligne, si je vais attaquer les réseaux sociaux. C'est assez large. Et alors, les conditions de paiement, ça c'est parfois un peu moins compliqué, mais c'est de dire est-ce que le client paye tout de suite, paye plus tard, etc. Et ça vous donne une image vraiment de qui vous êtes, quel est votre projet et qui participe au projet, de ce que vous êtes aujourd'hui et de vous allez demain. J'ai mis l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, ça c'est vraiment d'analyser classiquement les forces, les faiblesses
et de déterminer son marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, sinon on va prendre trop de temps. Le qui aussi, on peut poursuivre en allant beaucoup plus loin si vraiment je veux ouvrir ma boulangerie et que je veux vraiment rentrer dans le cadre d'un business plan pour vraiment bien montrer que j'ai pensé à mon projet. Je peux alors parcourir toute une série d'éléments, quelle est l'évolution de mon marché, est-ce que c'est un marché à fort potentiel, peu de potentiel, ça en fonction de la géographie, hein, la position dans le marché, géographiquement où je m'installe, si je me mets place du Châtien ou à Flagey ou au centre de Bruxelles ou le long du canal, ben, population différente, marché différent. Comment je vais me situer dans le marché, est-ce qu'il y a de la demande, pas de la demande, c'est nouveau, pas nouveau, est-ce qu'il y a des concurrents à l'entrée, boulangerie, il y a beaucoup de concurrents, mais où sont-ils? Où sont-ils situés? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Si je suis dans une boulangerie de haut de gamme, c'est peut-être plus compliqué d'aller me chercher que si je suis dans du classique. Est-ce que j'ai un label de qualité qui est reconnu? Est-ce que j'ai mes certifications? Est-ce que j'ai mes autorisations? Il y a toute une série de choses à avoir qu'on peut démontrer. Politique HR, peut-être pas, mais par exemple, dans le cadre d'une société familiale, expliquer la succession, si on reprend les affaires ou si on a déjà un certain âge, d'expliquer qui va reprendre, comment ça va se passer. Et alors d'expliquer comment fonctionne, quels sont vos clients, vos fournisseurs actuels, vos partenaires. Ce qui est important aussi à l'heure actuelle, de plus en plus, même au niveau des banques, c'est d'expliquer aussi quelle est votre éthique, votre durabilité et l'impact sociétal. On peut dire, voilà, c'est du greenwashing, je pense pas. Je pense que de plus en plus, même dans les dossiers crédit, avoir une petite notification de dire, nous, moi, je fais une activité dans laquelle j'ai zéro déchet, ou tout ce qui est comme déchet, je le récupère. C'est important de pouvoir l'intégrer si on peut le faire. Dans le quoi, une fois qu'on a présenté le projet, c'est-à-dire, voilà, j'ai mon activité économique, je me suis présenté, donc on sait ce que je fais, on sait comment je suis structuré, et maintenant je viens demander du crédit. Qu'est-ce que je vais demander comme crédit? Est-ce que j'ai besoin de financer un nouveau bâtiment? Est-ce que j'ai besoin de financer des nouvelles machines? Est-ce que j'ai besoin de financer l'engagement de personnel? Est-ce que j'ai un problème de trésorerie parce que tous les mois je suis en difficulté pour faire mes paiements de par le cash flow qui n'arrive pas dans l'entreprise à heure et à temps? Ça, c'est une première chose à se poser. Et là-dessus, on va se poser aussi par rapport à toute une autre question en fonction du financement. Si je veux financer un immeuble, les durées vont être plus longues. Si je veux financer des aménagements de mobilier, j'ai des durées plus courtes. Donc l'immeuble, je peux aller sur du 20 ans, entre 15 et 20. C'est l'aménagement mobilier, j'ai peut-être entre 10 ans. Des machines, 5 ans, peut-être 7, mais c'est souvent 5 ans. Et du matériel roulant, comme des voitures, des camionnettes, on va être sur des durées courtes, maximum 5 ans, parfois plus courtes en fonction de la machine que je vais avoir. Si je prends une camionnette qui va rouler tout le temps en permanence 24 heures sur 24, peut-être qu'après 3 ans, elle est fatiguée, que je vais la changer. Une question aussi, c'est la légitimité économique. Si j'ai ma boulangerie et que je décide d'acheter une Porsche Cayenne pour aller livrer mes petits pains le matin, c'est peut-être pas légitimement comme économiquement parlant, ça se justifie peut-être pas trop. Et donc vous risquez d'avoir un refus. Donc c'est la même chose si je viens de démarrer ma boulangerie parce que je viens de me lancer, j'ai mon diplôme en poche et je viens demander 1 million d'euros pour acheter un bâtiment parce que je veux mettre place du Sablon. Là, on va peut-être se dire, ok, c'est sympa parce qu'on a besoin d'un espace, mais la société est trop jeune, manque d'expérience. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vraiment légitime sur le point de vue économique d'aller mettre cet investissement immobilier à ce moment-là, en tout cas, dans le projet? Peut-être pas. Il faut pouvoir exprimer le besoin clairement et la finalité. Donc, si je viens demander une machine et que je dis, voilà, moi j'ai besoin d'un four spécifique ou un four beaucoup plus rapide, plus performant, plus grand, en finalité, qu'est-ce que ça va m'apporter? J'en ai besoin. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de contrats, je dois faire du volume. Qu'est-ce que va me rapporter ce four? Comme j'ai des contrats que j'ai signés et que je dois fournir une marchandise en grande quantité, en finalité, je vais produire plus de chiffre d'affaires de manière plus rapide. Si je veux acheter un bien à place du Sablon, d'expliquer, oui, je veux le mettre parce que ça rentre dans le fait que je suis un grand boulanger pâtissier et que je suis de renom et que je veux être sur une place qui est reconnue et que j'ai les moyens de financer. Et en plus de ça, il y a une finalité claire. L'utilité de l'objet financier, ça rejoint un peu tout ça. Est-ce que c'est vraiment utile de financer ça à ce moment-là? Est-ce que ça a sa place? Et le pouvoir économique du bien financé, j'en ai parlé aussi, c'est de dire, voilà, si j'achète du nouveau matériel, plus de machines ou un atelier, je m'agrandis, qu'est-ce que ça va rapporter à l'entreprise? Parce qu'il y a une partie coût qui va être du fait, oui, j'ai plus de coûts engendrés, le fait que je vais rembourser mes machines, mon matériel et mon immobilier, mais qu'est-ce que je vais en tirer comme bénéfice? Et donc finalement, ça va faire une nouvelle projection financière.
Donc c'est aussi parler du futur. Et pour ça, il faut être très clair à ce niveau-là. Comment je vais le faire aussi? Les garanties de bonne exécution, ça je ne vais peut-être pas en parler, c'est plutôt pour l'immobilier, c'est être sûr que c'est fait. Les garanties de livraison, c'est être sûr que tout va être livré dans le bon timing, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails. Les cash flows attendus, c'est montré sur un plan de trésorerie. En général, on fait des plans de trésorerie pas trop longs. Sur 36 mois, c'est déjà bien. Au-delà, c'est de la fiction. Déjà 36 mois, c'est pas évident. Mais c'est dire, voilà, je vais acheter un nouveau point de vente, je vais mettre un nouvel atelier, j'ai un cash flow attendu, voilà ce que ça va donner. Les moyens affectés, qu'est-ce que je mets déjà à disposition de l'entreprise pour y arriver? Parce que j'ai peut-être déjà un local, j'ai peut-être déjà des machines, j'ai peut-être déjà des fonds propres. Donc, qu'est-ce que je vais moi mettre de la société, en tout cas, ou moi, dans mon projet? Et comment je vais faire suivi du projet? Le suivi du projet, en général, je dirais quand vous lancez et que vous cherchez du financement, on sait que dans le cas que j'ai pris de la boulangerie, il va y avoir des investissements continus. C'est bien d'avoir un bon contact avec sa banque ou son financier et de le rencontrer régulièrement. Je dis pas toutes les semaines, mais de quand même au moins 2, 3 fois par an, quand il y a une publication bilantaire, quand il y a une situation annuelle, quand on a un petit crédit, quand on a besoin d'aller un petit peu discuter avec sa banque, de montrer où on en est arrivé, de montrer que les objectifs qu'on s'était fixés sont atteints, que la nouvelle machine est bien rentrée en fonction et qu'on est bien dans le business plan. Ça permet de créer la confiance avec son banquier, ce qui n'est pas toujours évident parce que les agences bougent beaucoup, mais ça va vous aider pour la suite à construire cette collaboration où à un moment donné, quand vous allez demander du crédit, il va savoir qui vous êtes, il va savoir qu'il y a une expérience, il va savoir qu'en général, quand vous faites quelque chose, c'est bien présenté et ce sera plus facile pour vous à long terme. Je dirais au début, c'est toujours un peu plus compliqué et après, une fois que la confiance s'établit, c'est beaucoup plus simple. Alors évidemment, le quoi, s'il y a un besoin en fonds de roulement et un mode de financement, le besoin en fonds de roulement en général, c'est quand je vais trouver ma banque parce que j'ai besoin d'un crédit de caisse ou parce que j'ai besoin de cash, parce que j'ai plus d'argent et qu'il faut absolument que je paye mes factures, etc. On vient demander de l'argent, dire ah j'ai besoin d'un crédit de caisse, j'ai besoin d'un straight loan, on va discuter de ça plus loin. Il faut pouvoir le justifier. Il faut pouvoir justifier de pourquoi j'ai de l'argent. Et j'ai de l'argent pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans ma caisse. Mais pourquoi il n'est pas dans ma caisse? Est-ce que parce que j'ai fait des mauvais investissements? Parce que je paye trop vite? Parce que mes clients payent trop tard? Parce que j'ai beaucoup de créances impayées? Est-ce que c'est parce que j'ai des mauvaises marges? Et donc la question là va être beaucoup à creuser de votre côté et le banquier va se la poser en tout cas pour ce type de crédit spécifique. C'est en général des crédits assez complexes qui sont très dangereux parce qu'ils sont faciles à obtenir mais ils sont piégeux justement parce qu'en général quand on a besoin de fonds de roulement et de l'argent, on ne se rend pas compte en termes de chiffres, c'est qu'on est en train de creuser un trou dans la caisse et on prend un crédit de caisse, on l'utilise et puis après 6 mois, on a besoin d'un plus grand crédit de caisse et puis après 12 mois, encore un plus grand parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on a une mauvaise gestion. Donc ça, c'est un petit point d'attention. Le comment, voilà, le comment, on a expliqué que voilà qui je suis, j'ai expliqué que je voulais acheter du matériel avec un atelier pour m'agrandir, mais comment je vais le faire? Est-ce que j'ai besoin de 100% des fonds de la banque et parce que j'ai pas d'argent? Et donc, je vais dire, tiens, je vais acheter mes machines, mais j'ai pas d'argent, je ne sais rien financer. Je vais acheter un bâtiment, mais je ne sais pas le financer, je demande 100%. Ça ne marchera pas. Donc, le comment, c'est d'expliquer quelle est la partie crédit que je vais demander à la banque, quelle est la partie fonds propres que je veux avoir et le type de crédit. Le type de crédit, c'est important. On verra les différents types de crédit par la suite. C'est d'utiliser le bon crédit pour le bon outil. Si je prends, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'immobilier, du mobilier, il faut que je choisisse quelque chose qui corresponde. Alors là, il y a des petits tips. Je dirais, il y en a deux qui sont faciles à retenir. En général, pour le type de crédit choisir, il faut regarder l'amortissement de la chose. Si j'amortis quelque chose en 3 ans, je prends un crédit court terme. Si j'amortis quelque chose en 10 ans, je prends un moyen. Si je peux amortir en 20 ans, je prends du long. C'est assez facile. Ça paraît simple comme ça, mais je peux vous donner un exemple qui n'est pas aussi évident, qu'on m'a déjà demandé quand j'étais à la banque. Du genre, je vais financer une campagne promotionnelle à Noël et je vais l'étaler en un crédit sur 36 mois. Mais chaque année, je dois faire une promotion sur Noël et donc finalement, je vais cumuler des crédits moyen terme sur quelque chose que j'investis en court terme et ça ne va pas. C'est aussi un deuxième axe qu'il faut retenir. On finance du court avec du court et on finance du long avec du long. C'est-à-dire que si je finance un crédit de caisse, si je finance une voiture, c'est des choses courtes et donc j'utilise des crédits de court. Si je fais du long, je prends des crédits longs. Si on a ces deux notions en tête, on ne peut pas se tromper. Le plus problématique, c'est les quotités. Aujourd'hui, au niveau des banques, c'était déjà un peu comme ça dans le passé, mais ça se renforce de plus en plus. On ne prête plus 100%.
On ne prête plus 100%, notamment dans l'immobilier et dans les machines. On va vous demander d'avoir un effort propre. Pourquoi un effort propre? Parce qu'on estime que la valorisation de l'immobilier, notamment sur Bruxelles, est beaucoup trop haute par rapport à la valeur en vente forcée et en vente vénale. On reviendra plus tard là-dessus. Et donc, on va vous dire, il faut faire un effort propre, notamment sur tous les frais de notaire, etc. Mais aussi bien au-delà. Si j'achète un immeuble d'1 million, j'ai déjà tous mes frais de notaire avec TVA 21 ou 12,5. Si j'ai un abattement, je n'en aurai pas 12,5 plus les frais de notaire, mais ça, je dois avancer et je ne pourrai pas avoir le million. En général, on va me prêter entre 75 et 80% de la valeur du bien. Donc, ça veut dire que si j'achète un bien d'1 million d'euros à la Grand Place, à Place du Sablon, ce qui est très peu, je sais déjà que je pourrais obtenir 750 000 de ma banque, mais tout le reste, ça, je devrais l'apporter en propre ou trouver les moyens de l'avoir. C'est une quantité qui peut être variable sur base de l'expertise qui pourrait être faite. Et donc, c'est aussi une notion que je dois avoir, c'est dire quelle est la valeur du bien. Si j'achète 1 million et que je sais que j'achète trop cher et que j'ai une mauvaise expertise, la banque va peut-être me donner moins. Alors, qu'est-ce que je vais proposer comme garantie à la banque? C'est aussi de dire à son banquier, voilà, moi je vais financer mon immobilier, je vais demander un crédit d'investissement, mais je vais mettre autant d'argent sur la table en fonds propres. En garantie, qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner soit une hypothèque, un mandat, une promesse, ou j'ai d'autres choses. On va aller plus loin dans les garanties. C'est de déjà faire des propositions à ce niveau-là. Se poser des questions sur les alternatives sur le financement. Est-ce que je le fais dans cette société-là ou est-ce que je fais une société immobilière à côté? Est-ce que c'est moi en privé qui achète l'immeuble et qui le reloue à mes entreprises? Il y a moyen de faire toute une série de montages là derrière. Et là, je vous encouragerais à aller voir plutôt des experts financiers comme votre comptable qui va vous aider là-dedans, ou un financier qui va voir aussi les aspects fiscaux, etc., qui sont importants. Et l'aspect des durées, combien je vais demander. Si je viens demander un bien immobilier, je sais qu'en 20 ans, c'est jouable. Au-delà, en société, c'est pas possible. Si je viens demander des aménagements parce que je dois réaménager la boutique, je peux le demander en 10 ans, mais si je viens le demander en 20 ans, ça va être compliqué parce que c'est l'aménagement intérieur. Donc c'est un dossier qui va être déjà plus difficile, voire quasiment pas possible à faire passer parce que la banque a ses propres normes. Et le timing de la demande, je l'ai dit, si je viens de signer mon offre où je viens de signer mon compromis et je sais que j'ai 3 mois ou 3-4 mois pour aller à l'acte et que je vais juste à ma banque pour dire, ah voilà, j'ai signé mon compromis ce matin et j'ai besoin d'1 million d'euros pour financer tout ça, ça va être très très juste. Parce que vous risquez de ne pas avoir le timing, ou si on n'a pas bien repensé son projet au préalable, la banque va poser des soucis, on va devoir se retourner et dire, je vais trouver une autre banque, aller négocier un autre partenaire financier, et tout ça met énormément de temps. Alors le comment, si on se pose des questions, de se dire, imaginons, je suis boulanger, j'ai décidé d'acheter mon immeuble, c'est une opportunité, mais je n'ai pas l'expérience de ce type de montage de dossier, le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec sa banque et d'aller discuter en préalable de la vision qu'on a du projet. De déjà avoir un premier avis et de se rendre compte de, ah oui, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que ma société a les capacités, est-ce que les fonds propres sont suffisants, est-ce que mes garanties sont suffisantes? Je dirais, ce n'est pas déjà un accord de la banque, mais c'est déjà pas mal d'avoir un avis, de dire, ah oui, effectivement, ça pourrait passer et on pourrait vous demander ça ou ça ou ça. Plutôt que de voir, comme j'ai déjà vu dans pas mal de cas, on signe son compromis, on s'est engagé par rapport au vendeur, on est tout franc battant, on va à sa banque, on dit voilà, c'est fait, c'est bingo. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce que le banquier, dans son schéma, il pense pas comme vous. Alors, au niveau de ma demande, une demande de crédit, ça se prépare. Donc, quand je vais voir un financier, je peux pas simplement venir avec un ticket de tram. Il faut que je dois être préparé. Je dis ça d'expérience parce que j'ai vu souvent des entrepreneurs qui venaient un petit peu la fleur au fusil demander un crédit à la banque. Vous venez quand même avec un projet qui a une certaine importance. Il faut pouvoir le préparer, pouvoir, je veux dire, vendre son projet. Pour ça, il faut le comprendre. Alors, si on arrive à un rendez-vous, je dirais autant se préparer. Vous avez fixé votre rendez-vous, vous prenez les bilans des années antérieures avec vous. Si c'est une société qui vient d'être créée, vous prenez les projections, le business plan, le plan de trésorerie qui ont été faits et qui sont validés éventuellement par votre comptable, que vous avez tellement été aidé par une structure externe, qu'elle soit publique ou non. Vous apportez les comptes de résultats détaillés, parce qu'au niveau du bilan, vous pouvez avoir le bilan publié, que tout le monde peut trouver à la banque centrale des bilans. C'est une image à un moment X, qui reste une photo, qui est prise à un moment, en général 31/12, on fait une photo de la société. C'est une photo, on bouge avant, on bouge après, la photo peut être tronquée, floutée, aménagée,
elle ne donne pas une vision non plus de tout ce qu'il y a dans le compte de résultats avec toutes vos charges. On peut même avoir des données qui ne sont pas publiées, comme le chiffre d'affaires. Certaines sociétés ne le publient pas parce qu'elles n'ont pas l'obligation. Certains ont l'obligation, elles le font, d'autres pas. Alors, si je fais une demande aujourd'hui et que je vais me présenter à ma banque et je suis fin septembre et que je vais présenter mes bilans de l'année 2020, ça ne va pas être possible parce qu'on va déjà vous demander ce qui s'est passé en 2021. Parce qu'il y a déjà 9 mois d'écoulés, donc au minimum, vous avez déjà un semestre d'écoulé que votre comptable peut vous donner que des chiffres intermédiaires. Et éventuellement, si vous avez vraiment un comptable qui est tip-top, en attendant le 1er octobre, vous pourrez avoir les chiffres sur les 3 premiers trimestres. C'est important de montrer les chiffres intermédiaires pour montrer qu'on est dans les clous, qu'on est par rapport à sa politique et qu'on obtient les chiffres. Ça va vous aider aussi. Vous allez gagner du temps. Compte de résultats détaillés de l'année en cours, c'est important aussi de se dire, tiens, si j'ai une année cyclique, que je viens avec un bilan pour dire, boulangerie pas, mais si je suis un magasin de jouets, dire, voilà, mes chiffres 2021 sont pas géniaux jusqu'à aujourd'hui, septembre, mais par contre, moi, mon chiffre d'affaires, je fais 30, 40, 50% de mon chiffre d'affaires sur le mois de décembre, parce que là, c'est toutes les fêtes et tous les gens se préparent, et donc il faut pouvoir aussi se dire, tiens, ça c'est ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui 2021, mais quelles sont mes projections que je vais avoir pour la fin d'année. L'organigramme, j'en ai parlé. Donc, si vous êtes une structure avec différentes sociétés, parce qu'il y a des immobilières, il y en a qui ont été mettre la pâtisserie, la boulangerie, les sociétés, les camionnettes dans des sociétés différentes, comme certains font, il faut expliquer tout ça. Et ça, il faut l'apporter déjà au rendez-vous, vous allez gagner du temps. Si vous avez imaginons l'achat d'un bâtiment, tout ce qu'il faut déjà apporter, éventuellement le compromis ou les documents que vous avez sur le bâtiment. Et si vous venez en dire, tiens, moi je dois aménager l'intérieur du bâtiment parce que je vais devoir effectivement faire l'espace client, je dois faire les frigos, je dois faire un espace atelier, etc. Déjà apporter les devis et les factures, de dire voilà, moi j'ai un projet, j'ai bien pensé et voilà ce que ça va coûter parce que j'ai déjà de toute la part de mes fournisseurs ce que ça va coûter. Éventuellement une expertise, et là je mettrai un bémol, l'expertise c'est quelque chose qu'on devrait d'abord voir avec la banque au départ quand on pense son projet, quand on va voir sa banque, on se dit tiens moi à propos m'installer au Sablon ça me plairait, j'ai les capacités financières, ça pourrait passer, de voir si l'expertise est nécessaire ou pas. Là j'en parlerai d'abord à la banque parce que si vous faites venir un expert qui vient dire je vais évaluer votre bâtiment aujourd'hui et puis vous allez à la banque avec cette expertise, la banque va dire oui c'est gentil, tu as une expertise mais c'est pas l'expert que moi j'accrédite d'habitude. Vous allez repayer une deuxième fois. Et ça, vous allez dire, mais enfin, c'est embêtant parce qu'un expert pour un immeuble, vous allez facilement passer la barre des 750 € plus TVA. Hein. Vous avez ouais, j'ai déjà fait une expertise, j'en fais une deuxième, mais voilà, c'est pas évident. Donc autant, soit vous en faites une pour vous, soit vous allez voir votre banquier, vous dites, tiens, en général, vous travaillez avec qui? Et vous pouvez lancer l'expertise via la banque. Il y a même des experts qui travaillent pour plusieurs banques, et donc à ce moment-là, l'expertise, vous pouvez la divulguer et la déplacer dans les différents banquiers qui vont pouvoir l'utiliser. Mais ça, c'est encore à discuter avec eux. Bien évidemment, il faut apporter son business plan et son plan financier. Non seulement il faut l'apporter, mais il faut le comprendre et pouvoir en parler. Ce que j'ai déjà constaté, c'est que beaucoup, le business plan, le plan financier, on le fait faire par son comptable ou par quelqu'un d'extérieur. On s'imagine que c'est fait, on vient déposer ça sur le bureau de la banque en disant ah voilà tous les chiffres, c'est picobello, le crédit passe dedans, c'est facile. Et puis le banquier commence à regarder, vous pose des questions sur le chiffre d'affaires, la ventilation, comment vous allez arriver, vos coûts, vos charges, comment vous avez structuré tout ça et comment vous avez chiffré tout ça. Et ça, il faut pouvoir en parler. C'est aussi un break deal de dire, en fait, je sais pas. Si on ne sait pas expliquer son plan financier, c'est compliqué. Si on ne sait pas expliquer pourquoi coûte une nouvelle personne qu'on engage, de comment on a fixé son budget voiture, il faut pouvoir connaître tout ça. Et c'est pas toujours évident que les gens puissent en parler. La projection financière, j'en ai parlé, de pouvoir expliquer comment je me vois plus tard dans le schéma. Dans ma demande, je vais lister les crédits que je veux avoir. Si je prends le cas que j'ai pris ici, j'ai besoin d'un crédit d'investissement, une partie que je vais avoir pour l'achat de l'immobilier. J'ai besoin d'un autre crédit d'investissement pour le mobilier. Donc, j'aurai un crédit d'investissement en 20 ans, un crédit d'investissement en 10 ans. J'aurai peut-être l'achat de frigo, des choses pareilles. Là, est-ce que je fais du leasing? Parce qu'on va en parler plus tard. Est-ce que je fais du leasing ou je fais du crédit pur? Et là, je suis sur du 5 ans. Et donc, de dire, voilà, j'achète un bien à 1 million, je vais demander 750 000 en 20 ans, et puis je vais demander un aménagement de 300 000 en 10 ans, et j'ai encore besoin de 150 000 sur des crédits en 5 ans. Là, j'ai structuré ma demande, on sait exactement combien j'ai demandé. L'engagement que j'ai à la concurrence, éventuellement de dire qu'est-ce que j'ai déjà donné à ma concurrence, est-ce que j'ai déjà un fonds de commerce, est-ce que ce fonds de commerce est déjà pris par quelqu'un, les garanties, on va y revenir.
Si j'ai un bien immobilier, ben, je peux donner mon hypothèque, un mandat ou une promesse. On va discuter de ça un peu après. Je vais essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. Et les engagements à la concurrence, et si déjà une société existante, ben, si j'ai plusieurs banquiers, qui a déjà pris quoi? Est-ce que j'ai déjà une boulangerie? Est-ce que j'ai déjà donné mon mandat? Est-ce que j'ai déjà donné une promesse? Est-ce que j'ai déjà signé caution solidaire sur d'autres crédits? Ça, c'est un point à voir. Autre chose que le banquier devrait savoir qui peut être intéressant, ça c'est à vous de voir, ce qui était opportun de lui donner, en sachant que le banquier va toujours à un moment donné tomber dessus. La liste du patrimoine mobilier et immobilier de l'entreprise, c'est important aussi de se dire, ben, si j'ai une société qui démarre, j'ai pas grand-chose dedans, mais si j'ai une société qui existe déjà, ben, j'ai déjà là un patrimoine à l'intérieur, et donc dans un bilan, je vais voir un poste qui va apparaître avec soit de l'immobilier ou d'immobilier, machine-outils, etc. Et de pouvoir dire, voilà, mon entreprise, ben, en fait, je vais ouvrir un point de vente au Sablon, mais j'ai déjà 2 points existants dans lesquels je suis propriétaire, qui a de l'immobilier, qui a telle valorisation, j'ai déjà autant de machines, c'est valorisé autant. Et expliquer aussi les machines, ben, si elles sont anciennes, est-ce qu'elles sont anciennes et qu'elles ne valent plus rien? Sur papier, pour un comptable, ça ne vaut plus rien, mais économiquement, ça vaut peut-être beaucoup. Il y a des machines qui ont des durées de vie très longues dans certaines sociétés, qui sont amorties depuis très 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 longtemps, mais qui sont toujours actives. À l'inverse, il y a des sociétés où des machines sont très neuves, mais après 24 mois, 36 mois, elles sont obsolètes parce qu'il faut régulièrement changer. Si je prends le cas de tout ce qui est studio d'enregistrement, film, etc., caméra, la technologie va tellement vite qu'il faut changer tout le temps. Et donc, même si le matériel est toujours là et qu'il a amorti, sa valeur réelle est quasiment nulle. Faire des calculs de valorisation, bah, c'est un peu là-dessus, c'est valoriser un petit peu bah, que vaut ma société à l'heure actuelle, que vaut le matériel que j'ai. Ça, c'est un peu à vous de voir, c'est pas toujours évident à calculer, mais c'est important de pouvoir l'exprimer. Le type de crédit, bah, comme je l'ai dit, je finance du court avec du court terme et du long terme avec du long terme. Donc, quand je vais partir dans le court terme, facilité de caisse, ça c'est le day-to-day. Crédit de caisse, trade loan et crédit de trésorerie, ça c'est vraiment le court terme. C'est comme, je veux dire, sa carte Visa ou le fait qu'on puisse aller en négatif sur son compte courant à la banque. Alors, dans le court terme, je vais ventiler les 3 blocs. Dans le court terme, c'est vraiment tout ce qui est, je veux dire, sur une année civile. Alors là-dessus, il y a beaucoup de choses qu'on peut financer et qu'on ne pense pas toujours qu'on est une jeune société. Il y a tout ce qui est pécule de vacances, éventuellement, donc je dois payer à mes ouvriers et à mes employés. Toute ma fiscalité, si j'ai des dettes fiscales ou si je dois payer sur base de mes bénéfices et que j'ai un impôt à payer. Ou si j'ai quelque chose, des payés à l'ONSS, je peux le faire sur 12 mois. Ou si j'ai des primes commerciales exceptionnelles, comme en fin d'année, parce que mon commercial était très très bon et que je veux lui financer 20 ou 30 000 en une fois, c'est des crédits qu'on peut étaler sur 12 mois maximum. Alors au niveau de la fiscalité, là, renseignez-vous, il y a des possibilités d'avoir de la bonification fiscale en fonction du moment où on le demande. En général, le moment le plus important, c'est de le demander avant le 10 avril, mais ça dépend de votre situation. Ce sont des crédits qu'on fait assez facilement, 12 mois maximum, et en général, les garanties sont minimes. C'est intéressant, pourquoi? Parce que si on est une jeune société et qu'on se dit « Ah, je dois payer un pécule de vacances à 2-3 personnes, je dois payer une prime commerciale », c'est des montants qui arrivent comme ça en bloc à un moment donné dans un mois, et se dire « le mois de juin est difficile, le mois d'avril est difficile parce que j'ai des gros montants à sortir, autant aller chercher des crédits qui lissent et qui permettent d'avoir de l'argent dans la caisse. » C'est des crédits faciles à obtenir, il n'y a pas de garantie en général, il n'y a rien à signer, rien à donner. Les banquiers sont très light là-dessus et les taux sont super bas, donc ça vaut la peine. Dans les crédits à tempérament, notamment pour le flux de trésorerie, voilà, je ne vais pas en parler, mais là, dans les crédits flux de trésorerie, il y a tout ce que j'ai parlé avant, donc le crédit de caisse, le straight loan, qui pour moi sont les crédits que vous allez essayer d'avoir les plus rapidement parce que vous allez vous dire, ah, j'ai besoin de 15 ou 10 000 ou 20 000 euros, ce serait bien d'avoir cette facilité. C'est facile à obtenir, mais moi, je suis assez prudent et je préfère mettre un gros bémol là-dessus, dire ok, c'est super ces crédits-là, mais il faut vraiment savoir les gérer correctement en bon père de famille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai un crédit de caisse de 10 000, il faut savoir qu'aujourd'hui j'utilise mon crédit de caisse parce qu'on a la fin du mois et je n'ai plus d'argent, mais que j'ai tel ou tel fournisseur qui vont me payer entre le 5 et le 10 octobre. Si par contre j'ai besoin aujourd'hui de l'argent pour payer mes salaires de mes ouvriers, mais que je ne sais pas quand je vais avoir de l'argent qui rentre, je peux créer une espèce de déficit où mon crédit de trésorerie de -15, dans 6 mois, j'ai besoin de -30 et de -40 parce qu'en fait, j'ai un problème de gestion.
Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que quand on utilise un crédit de caisse, c'est un moment T. Et dire, voilà, j'ai besoin d'un crédit de caisse maintenant, mais je sais que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais je sais que je vais remonter. Le crédit de caisse, ben, c'est assez facile, difficile parce que je vous ai pas en ligne, c'est la possibilité d'aller en négatif, mais en permanence. Un petit peu comme certains ont sur leur compte en banque, dire, ben, j'ai pas mon salaire, c'est pas grave, je peux aller en négatif. Le straight loan, ça, c'est des choses que vous n'allez peut-être pas avoir dès le début. C'est des montants plus importants. En général, on est au-dessus de 125 000 euros. L'effet est différent. Vous ne pouvez pas aller en négatif sur votre compte, mais vous téléphonez à votre banque et vous dites, ce serait sympa parce que moi, j'ai besoin de 100 000 euros pendant un mois. Et la banque vous verse 100 000 euros sur votre compte. Et à la fin du mois, elle revient dire, tiens, je retire les 100 000. Là, vous pouvez très bien dire, oui, mais écoute, j'en ai encore besoin, remets 120 et remets encore sur 2 mois. Et comme ça, à chaque fois, la banque joue à ce petit jeu-là. Il y a toujours aussi le même warning, c'est qu'il faut avoir cette vision trésorerie, d'être sûr qu'à un moment donné, on n'est pas en train de creuser un trou et de se dire, in fine, je ne sais plus rembourser la banque et je vais passer dans ce que j'appelle la consolidation. C'est consolider un crédit court terme en du long terme. Et votre banquier va vous dire, écoute, ton crédit de caisse que tu as maintenant de moins 50 000 et que tu ne sais plus rembourser depuis 6 mois, on va te le transformer en crédit d'investissement remboursable en 5 ans. Et ça, en général, ça fait mal dans une trésorerie parce que là, vous allez commencer à vraiment avoir difficile. Dans les crédits à court terme, il y a le factoring. Ça, c'est plutôt pour récupérer de l'argent beaucoup plus vite. Le factoring, c'est quoi? C'est d'aller vendre vos factures à une société qui va vous permettre d'avancer de l'argent. Et dire, voilà, moi, je vends par exemple beaucoup de sandwichs, de pain, de tartes à des grands groupes comme Deleuze, Carrefour Express, etc. Et ces gens payent à des délais très très longs. Ça m'embête parce que j'ai besoin de financer, j'ai besoin d'argent tout de suite. Il y a moyen d'aller vendre ces factures et de dire à un facteur, écoute, vendre entre guillemets, c'est de dire, donne-moi l'argent tout de suite. Et toi, tu t'arranges que l'argent soit récupéré correctement. Et donc, le factoring, il va vous donner une partie de l'argent parce qu'il va prendre sa marge, bien évidemment, il y a toujours des marges. Hein. Il va prendre une marge et il va s'occuper que Carrefour ou Deleuze paye correctement à heure et à temps et il fera éventuellement le rappel nécessaire ou il vous laissera faire le rappel, ça c'est négociable. Le crédit documentaire, c'est le même principe. C'est si je travaille en international, je peux vendre quelque chose maintenant et aller demander mon argent à ma banque pour dire, écoute, j'ai vendu un produit dans un autre pays, mais j'ai besoin d'argent tout de suite. Et sur base des crédits documentaires, ils peuvent vous donner ça et vous le garantir. La garantie bancaire, je l'ai mise ici. La garantie bancaire, j'ai mis dans les crédits court terme. Pourquoi? Parce qu'on peut la soulever à n'importe quel moment, en fait. Donc, si je fais une garantie bancaire parce que je demande une garantie locative parce que j'ai loué finalement et j'ai pas acheté mon bien au Sablon, je l'ai loué, mais le loyer c'est de 12 000 par mois, on me demande de mettre 3 mois de loyer, donc 36 000 en bloqué, je les ai pas. Je mets en crédit court terme parce que du jour au lendemain, si mon propriétaire va à la banque et me dit, écoute, il paye pas et moi je vais lever ma garantie, c'est fait, on est bloqué. Et alors j'ai marqué la ligne mixte. Ligne mixte, on va peut-être en parler par après dans les autres types de crédits. C'est un mix en fait de tout. Dans les moyens termes, ça c'est plus facile, c'est tout ce qui est machine, outillage avec les crédits à tempérament, c'est là que je vais mettre tout ce qui est voiture, outils. Et là, un gros chose à penser, c'est au leasing financier. Leasing financier, notamment quand on est une jeune entreprise, on peut faire du leasing sur son matériel, hein, que ce soit un frigo, que ce soit un four, on peut le demander soit à la banque, soit en sous-fournisseur. Avec le financier opérationnel, c'est deux choses différentes. Le financier, je finance que l'achat de mon véhicule. Voilà, j'achète une Tesla, je la finance en 60 mois en leasing et je ne fais pas en crédit. Ça sort de mon bilan, c'est plus facile à obtenir. Ou opérationnel, je veux que dans mon leasing, il y ait mes pneus hiver, un entretien, une assurance si je vais à l'étranger, plus encore des avantages quelconques. C'est de l'opérationnel où je n'ai rien à payer, ma mensualité est plus importante, mais je sais que dès que j'ai un problème, j'ai une assurance qui est comprise dedans. Je sais que j'ai mes pneus, j'ai mes trains de pneus, j'ai mes entretiens et je n'ai plus de mauvaises surprises, mais je paye tout ça. Le renting, ça c'est un genre de leasing, mais qui est développé un peu comme un peu le même genre, où de plus en plus maintenant on s'est rendu compte qu'on pouvait louer sur des périodes plus courtes. Et se dire, tiens, si je fais une action, je n'ai pas besoin d'un véhicule sur du 3 ans, 4 ans, mais je peux faire un rating sur 12 mois, 24 mois, ça dépend un peu. Il y a tout ce qui est crédit à tempérament, pour les flux de trésorerie, ça existe aussi. Moi, je serais plutôt partant de partir sur des crédits de caisse. Et les crédits d'investissement, ça en général, c'est ce qu'on utilise pour des durées entre 5 et 15 et 20 ans. C'est ce qu'on appelle les crédits d'investissement. Garantie bancaire, crédit de cautionnement. Je les ai mis ici puisque j'ai déjà mis la garantie bancaire dans les crédits à court terme. Les crédits de cautionnement, ça c'est en général, j'ai trouvé ça parce que j'avais une question qui avait été posée apparemment sur le fait qu'on devait mettre plusieurs mois de loyer en garantie si on voulait louer un local. Si on n'a pas l'argent, on demande une garantie bancaire, ce qui est difficile à obtenir auprès d'une banque parce que la banque, quelque part, c'est un risque crédit important.
Parce que si le propriétaire vient chercher la garantie, la banque paye, et bien va vous chercher chez vous. Et si vous n'avez déjà pas l'argent au départ, ben, la banque va se dire, attends, j'ai un gros risque là parce que Monsieur Dury, il m'a demandé 3 mois de loyer, mais s'il y a une tuile, je ne sais pas comment récupérer. On peut avoir un crédit de cautionnement ou un ami, la famille, c'est porté caution là derrière. C'est un peu plus risqué. Je dirais là un peu un bémol. Et alors la ligne mixte, j'en reparlerai après quand je serai dans le troisième, c'est un mix de toutes les trois en fait. Et dans les longs termes, on retrouve les crédits investissement en général entre 15 et 20 ans. Le crédit rollover, je ne vais pas rentrer dedans. Crédit rollover, c'est un peu un crédit, un peu, on fait ce qu'on veut. C'est une ligne d'investissement, mais on tire dedans en permanence comme on veut. Ça, c'est en général pour les corporates. C'est une espèce de ligne dans laquelle on peut mettre différentes lignes d'investissement en fait. Dire voilà, moi j'ai 3 millions d'euros qui sont accordés par la banque et je vais chercher 100 000 parce que j'ai besoin de voiture, j'ai besoin de 200 000 pour de l'immobilier et en permanence, la banque ne regarde plus parce qu'elle m'a accordé une ligne complète dans laquelle je fais différents tirages et que je rembourse un petit peu comme je veux. Flexi-crédit, je ne vais pas en parler. Garantie bancaire, ben, ça peut être long terme si j'ai une garantie qui dure extrêmement longtemps. Et une ligne mixte, ça j'y reviens. La ligne mixte, c'est quoi? C'est éventuellement négocier avec sa banque, de dire plutôt que d'aller le voir tous les 6 mois ou tous les 12 mois pour dire moi j'ai besoin d'un petit crédit parce que j'achète une voiture, j'ai besoin de matériel parce que je change de matériel régulièrement. C'est de dire, écoute, vu mes bilans et l'historique de ma société, tu m'ouvres une ligne de crédit mixte de 200 000. Et dans mes 200 000, là-dedans, je peux prendre 100 000 en crédit de caisse, 50 000 en crédit investissement et autre chose. Et vous savez que vous avez une enveloppe qui est à disposition permanente, et c'est à vous à jongler dedans, de dire, tiens, est-ce que j'utilise du caisse? Est-ce que j'achète ma voiture avec cette ligne? Est-ce que j'achète mon matériel? Et vous ne devez plus aller à votre banque chaque fois réclamer, de dire investissement par investissement, je viens chaque fois négocier à un nouveau frigo, à un nouveau four, à une nouvelle voiture, et ça fait 3 fois que je viens dans une année demander trop pour la même chose, c'est dire ok, j'ai ma ligne et dedans je mets et je fais tourner cette ligne sur le long terme. C'est toujours facile. Dans les autres types de crédits, entre guillemets, il n'y a pas forcément du crédit, mais aussi se poser la question, est-ce que je ne pourrais pas aller chercher du financement ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas des subventions, des aides publiques ou du financement public que je peux aller trouver? On va y revenir par après. Il y a le crowdfunding et le crowdlending. Crowdfunding, ça vous connaissez, c'est ceux qui viennent chercher des fonds sur différents sites qu'on va parler un petit peu après si on a le temps. En sachant que c'est pas toujours évident, c'est quelque chose qui se prépare, qui met du temps. On ne peut pas décider du jour au lendemain, dire tiens, je fais le crowdfunding, c'est quelque chose qui vraiment, il faut mettre de l'énergie pendant et après. Et le crowdlending, ça, c'est des sociétés qui font du crédit via le crowdlending. Je reviendrai aussi sur les noms après. C'est aussi du financement, mais qui est hors banque. Dans les quotités, on en a déjà parlé. Si vous allez faire un investissement, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que je vais apporter comme part. Dans l'achat immobilier, je ne peux pas demander 100%, on ne fait plus. Si je viens rachète les parts d'une société, parce que je décide de racheter un concurrent, hein, je prends Vitamer qui est déjà à Place du Sablon, je dis je vais racheter Vitamer, il me vend les parts de sa société. Il me faut peut-être des fonds propres, mais est-ce que je vais le faire en 20 ans? Non, parce qu'un rachat de parts, c'est en 5 à 7 ans max. Comment je fais ce rachat de parts? Donc il y a des quotités, il y a des durées, et qu'est-ce que je vais faire? Pour les crédits à tempérament, c'est la même chose. Il y a certaines quotités qu'on va vous demander. Dans les leasings, c'est la même chose. Il y a des leasings où on va financer le véhicule, on va dire OK 100%, mais on va aussi vous dire pour ce type d'investissement, même en leasing, un premier loyer plus important, ou même parce que votre risque est trop grand. Vous êtes une jeune société, il vous faut une voiture pour un commercial, et on va dire OK, leasing, on est d'accord, mais c'est un peu limite parce que vous venez de vous lancer. Mais si vous faites un premier loyer de 25% du prix d'achat, les mensualités sont moins basses et finalement le risque diminue. C'est des choses qu'on demande, donc c'est des choses à négocier aussi. Dans les garanties possibles, il y a énormément de choses à garantir. En général, quand vous démarrez votre entreprise, on va toujours vous demander des cautions solidaires et indivisibles. C'est-à-dire, si vous êtes plusieurs actionnaires, plusieurs dans la société, la banque se préconise sur le fait que n'importe lequel d'entre vous est susceptible de la rembourser et puis vous vous débrouillez entre vous. Elle ne doit pas commencer à courir après les 5 actionnaires pour dire chacun, attendez, il y avait 100 000 euros, ça fait 20 000 chacun, toi oui, toi non, toi tu as déjà payé la moitié, non. Elle va dire, lui il a 100 000 sur son compte, je prends les 100 000, il se débrouille. La caution solidaire et indivisible, il faut aussi se rendre compte qu'en général, quand on s'en met en société, c'est justement pour faire une cassure entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Quand on se porte caution en tant que personne physique pour sa société, ça veut dire que s'il y a une dette dans la société, je me suis porté caution. Et donc ce lien entre personne physique et personne morale, c'est un petit peu désolidarisé, ce qui est un peu embêtant, mais on n'a pas de chance. En général, on doit passer par là, sauf si vraiment vous savez le justifier et montrer à votre banquier que vous êtes quelqu'un de bien, de compétent, etc.
Signature pour prise de connaissance, en général, c'est pour les époux ou épouses. C'est quand vous êtes marié et que vous êtes en régime légal et que vous commencez à faire des dettes importantes dans la société parce que vous vous investissez beaucoup. Il est possible que madame puisse venir effectivement prendre pour connaissance le fait que monsieur, via sa société, achète un bâtiment d'1 million d'euros avec des investissements de 300 000 plus de matériel. Comme ça, madame, si jamais monsieur fait banqueroute et a signé caution solidaire et indivisible, on ne puisse pas dire, attendez, vous êtes ruiné, madame, parce que monsieur a mis en gage tous vos biens justement pour sa boulangerie. Et madame va dire, mais j'étais pas au courant du tout. Ça, c'est problématique. Par contre, là, on va essayer de dire, ah ben, non seulement vous avez perdu toute la boulangerie, mais vous perdez tous vos biens propres, mais vous étiez au courant. Et évidemment, je ne parle pas dans l'aspect fiscal et juridique, puisque maintenant, de plus en plus, on a mis des protections qu'il n'y avait pas il y a quelques années pour justement garantir une partie du fait qu'on ne perd pas l'entièreté et qu'il y a des choses qui sont encore protégées. On peut vous demander une promesse de faire ou pas faire quelque chose, c'est-à-dire qu'éventuellement de dire, ben, vous donnez des garanties à une banque, mais vous vous engagez à ne pas donner des garanties à une autre banque. Je donne un mandat, une hypothèque, une promesse à mon banquier, et entre guillemets, je lui dis que ben oui, je ne vais pas demander d'aller à une deuxième banque de prendre un mandat ou une hypothèque en deuxième rang. Là, je rentre dans l'immobilier. L'hypothèque, c'est ce qu'on demande en général le plus simple, c'est ce qui coûte le plus cher, mais c'est ce qui garantit la banque. Si la banque n'a pas confiance dans mon projet, elle va prendre une hypothèque de 750 000 sur le projet 750 000 et je vais payer les frais à du concurrence. Ce qu'on fait en général, c'est une hypothèque traçante et de dire, ben voilà, vous demandez 750, on va faire 250 en hypothèque avec des frais d'hypothèque et le reste en mandat. Le mandat coûte beaucoup moins cher, c'est juste une petite écriture. Le bémol du mandat, c'est si jamais j'ai un mauvais bilan, si ça se passe mal avec ma banque, du jour au lendemain, le banquier va ouvrir son document, son bureau, va courir à la banque, va courir devant un juriste et dire attendez, j'ai un mandat, je le transforme en hypothèque. Et vous êtes mis sous le fait accompli, vous ne savez plus rien faire. Comme vous avez donné mandat, ben vous étiez d'accord. Et ça lui donne à tout moment le fait de dire ben, ce mandat, vu le risque, je le demande en hypothèque et je convertis en hypothèque. Et là, vous passez à la caisse parce que les frais, c'est pour vous. Et donc, les frais d'hypothèque qu'on n'a pas payés au départ, on va les payer à ce moment-là. D'où le fait que lever un mandat, c'est quelque chose qui coûte cher et en général qui arrive à un mauvais moment parce que si le banquier vient lever un mandat, c'est qu'il y a rupture de confiance, parce que les chiffres vont bon, que l'activité n'est pas bonne et donc on est en problématique. Il reste encore la promesse, qui est la troisième qu'on peut donner. En général, les banques ne le prennent plus parce que la promesse, c'est juste un papier qui dit que voilà, j'ai donné une hypothèque pour 100 000 euros sur un bien qui vaut 1 million parce que je suis une grosse fortune, que je suis bon client. Et que si jamais ça se passe mal, bah, je m'engage à aller signer un papier chez le notaire pour donner le reste. Ça passera pas. C'est quelque chose que je vois plus. C'est quelque chose qui existe toujours sur papier, mais qu'on ne fait plus trop. Les hypothèques et le mandat, ça c'est vraiment hypothèque en un, mandat en deux. De plus en plus, on voit l'engagement sur les flux financiers, c'est-à-dire ben, si moi je mets tous les flux et je prends tous les risques en tant que banquier, ben, je veux que tout ce qui passe par la tiroir caisse passe aussi sur les comptes en banque pour faire de l'activité et que je puisse en vivre. Et donc, vous aurez un engagement de dire, ben, effectivement, tout ce qui est opération de mes clients, toutes mes cartes Visa, tous mes flux bons contacts passent sur un compte de la banque. Comme ça, elle m'a fait un crédit pour le bien, mais en plus, elle va passer mon activité. Autre garantie possible, si je suis en société ou même si je suis un particulier en chef d'entreprise, je peux donner un dossier titre en garantie. Je peux donner, ben voilà, je fais un gros projet, c'est un projet difficile, la banque est un peu réticente parce que les quotités sont un peu complexes, mais je peux dire, voilà, moi, en tant que privé, où la société a des actions, des obligations, elle a des SICAV, des bons de caisse ou autres, et je vais les mettre en gage. Alors ici, il y a aussi une nuance à apporter, c'est que si je dis, tiens, voilà, je vais acheter un immeuble à 1 million d'euros et le risque est tellement grand que je mets 1 million d'euros en garantie, on ne fait pas de crédit sur base des garanties. Donc si mon dossier ne tient pas la route, c'est pas parce que je mets 1 million que je reçois 1 million. Il faut que le dossier tienne la route. Mais si la banque dit, écoute, on peut te prêter les 750 000 pour l'aménagement de ta boulangerie et l'achat, plus tes 300 000 d'aménagement, plus ta voiture, ça fait quand même un sacré montant. On prend un mandat, une hypothèque, mais en plus, on aimerait bien un petit complément et tu dois mettre une partie de ton portefeuille titre ou de tes avoirs en gage. Là, il y a des quotités à savoir. Les actions, elles vont être fortement dévalorisées parce que les actions, du jour au lendemain, ça peut se péter la figure. Et donc, c'est pas parce que j'ai 1 million d'actions que la banque va dire que ça vaut 1 million de garantie. En général, elle va vous dire que ça vaut 25-30%. Elle va vraiment vous le casser. Sauf si vous allez chez BNP ou chez ING et vous leur dites, ah, j'ai 1 million d'actions BNP ou ING. Là, ils vont vous dire, ah, mais ça vaut vraiment ce que ça vaut. Donc là, il y a 2 poids, 2 mesures. Par contre, si vous allez avec autre chose, ils vont pas aimer. Les obligations vont avoir une valorisation un peu différente parce que l'obligation est beaucoup moins risquée.
Et donc l'obligation, on va peut-être dire, OK, on va en tenir compte à 80-90%, ça dépend du type d'obligation, s'il est convertible ou pas. Si c'est une convertible, je ne rentre pas dans le détail, mais là, elle sera fortement décotée. Au niveau des SICAV, ça dépend du type de SICAV. Il y a des SICAV qui sont full risquées, d'autres pas, mais elles seront aussi décotées aussi, de toute façon. Peut-être beaucoup moins que les actions, mais elles seront décotées. Les bons de caisse, ça ne se fait quasiment plus. Billets de trésorerie, ça ne se fait quasiment plus. Et obligations d'État, ça va quasiment pas être décoté du tout. Ça dépend de l'État, bien évidemment. Si on a des obligations d'État belge, ça va aller. Si on a des obligations d'un autre État plus exotique, ça ne passera pas. Ce sera pas très fort dévalorisé. Le cash efficiency, ça c'est bon à savoir. C'est éventuellement de dire le dossier est compliqué, le financement est plus ou moins bon et la banque est réticente. Mais moi, en tant qu'actionnaire, je m'engage à supporter ma société et de si jamais la société est en difficulté, je vais injecter du capital propre. Et donc, je ne bloque rien, je ne donne pas de garantie, je ne donne pas d'hypothèque, pas de mandat, ça dépend du dossier, mais je m'engage, moi, personnellement, avec mes fonds propres, à dire, ben, si jamais ça ne va pas, c'est d'abord moi qui vais aller mettre de l'argent parce que j'ai les moyens de le faire. Il faudra bien évidemment montrer qu'on a les moyens de le faire. C'est quelque chose qui existe. Ça, c'est un document à signer, ça ne coûte rien. Garantie proposée, je peux demander l'intervention du fonds des garanties. Bruxelles, vous avez le fonds bruxellois des garanties bruxelloises qui peut intervenir quand même jusqu'à 65%, voire plus, sur un dossier. Là, le mieux, c'est que la banque fasse sa demande auprès du fonds et la banque va avoir une garantie externe qui va couvrir vos garanties à vous et qui va faire que votre dossier sera en béton. J'ai encore ce matin un client qui est venu où le dossier est passé avec à l'appel au fonds bruxellois des garanties. Ça, c'est super parce que c'est une garantie extérieure que vous ne mettez pas, mais qui solidifie vraiment votre dossier. Garantie de la maison mère, ça c'est vraiment si j'ai des sociétés mères et des sociétés filles, c'est de dire ben, si je lance une nouvelle boulangerie ici et que je crée une nouvelle société qui achète de l'immobilier, qui a du matériel, elle est un peu limite, mais par contre, j'ai un atelier ou j'ai un site de fabrication qui détient les actions et elle se porte garante de ce qui va se passer dans la société en dessous. Et donc, c'est une société qui se porte garante pour une autre. Il faut qu'il y ait des liens, bien évidemment, entre sociétés. Si moi je l'ouvre ma boulangerie et que j'ai un pote qui a un studio de cinéma qui dit ah moi avec mon studio de cinéma je vais me porter garant pour la société, ça marche pas. Et les crédits documentaires, ça c'est possible aussi. Si on a des documents crédits documentaires et de montrer qu'on a un dossier en béton parce qu'on fait de la vente à l'exportation et qu'on a pu solidifier les liens entre les différentes banques, je rentre pas dans le domaine, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi. Prise en gage du fonds de commerce, tout le monde en parle. La valorisation du fonds de commerce, pour moi, en tant qu'ancien banquier, je vous fais râler, ça vaut rien. Fonds de commerce là-dedans, qu'est-ce que ça vaut? Si j'ai ma boulangerie, ben, demain je me pète la figure, la banque elle va dire ok, je récupère la boulangerie, j'ai des frigos, j'ai des présentoirs, j'ai des machines, qu'est-ce que j'en fais? Combien ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut encore? À qui je le vends? Qui est intéressé? C'est super dévalorisé. Les banques le prennent, mais je dirais, moi j'ai toujours dit c'est pour mémoire. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement on a une garantie pour mémoire sur éventuellement le stock. Je vais pouvoir avoir le stock si j'ai de la farine, si j'ai du chocolat. J'ai mon stock, mais qu'est-ce que je vais en faire et à quelle valorisation je vais le vendre? C'est très très bas. Euh, Ça dépend ce qu'il y a dans le fonds de commerce. Si vraiment dans mon fonds de commerce j'ai le nom d'une société très connue, bah, peut-être que ça a une valeur parce que je vais le revendre, mais in fine, j'ai encore trouvé la personne qui va m'intéresser de la racheter. Donc c'est pas évident. Les comptes bloqués avec du cash, c'est des choses qu'on faisait à l'époque, qu'on fait de moins en moins, voire quasiment plus du tout, parce que c'est vraiment dire j'emprunte 100 euros et j'en mets 100 en garantie. C'est pas vraiment utile, c'est pas vraiment le jeu non plus. Et alors, vous avez toutes les garanties possibles, les soldes restant dus, on peut vous dire, voilà, si jamais vous pétez la figure en tant que gérant, qui va rembourser les crédits? J'ai une assurance qui va payer ça. Si je décède, parce que je suis gérant, même tout va bien, j'ai un super bilan, mais demain, je me fais ramasser par un tram sur le boulevard et c'était moi qui détenais la boîte, qui détenais les recettes, ben, comment on va survivre la boîte? Je vais avoir une assurance vie qui va gérer tout ça. Assurance perte de revenus, ben, je travaille et j'ai un accident et je suis plus capable de travailler, ben, je n'ai plus de revenus et ma boulangerie, ben, moi j'étais là, je vais engager quelqu'un, je ne sais plus travailler. Il y a les assurances qui vont permettre d'intervenir là-dessus. Et aussi pour vous, ben, un risque invalidité, ben, si je ne sais plus jamais travailler par la suite, ben, l'assurance peut prendre en charge aussi cette partie-là. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en garantie déjà à sa banque. Alors, les assurances complémentaires d'essai dans les engagements individuels de pension, c'est tout ce qui est EIP, PCLI, j'en parle après. Donc, éventuellement, une société peut avoir des plans de pension pour ses dirigeants ou une partie de ceux-ci. C'est des choses qui peuvent être mises en gage. Donc, si pendant 10 ou 15 ans, j'ai eu effectivement des fonds, ma société a cotisé pour ma pension et qu'à un moment donné, l'avoir est important, on peut le mettre en gage, comme des assurances vie, branche 21 ou 23
Elles sont assez sécures, donc on peut les mettre en gage. Il y a la prise en gage assurance auto. Ça, en général, on fait sur les véhicules neufs qui sont d'un certain montant. C'est-à-dire, on prend la prise en gage. Ça veut dire qu'on veut voir que la voiture est bien assurée. Si j'ai acheté une voiture de standing parce que je suis un riche avocat et que j'aime bien rouler dans un gros véhicule, la banque va dire oui, ok, tu as fait un crédit pour ta voiture, mais tu vas me signer un gage sur l'assurance auto. C'est juste de dire, si jamais il y a un incident, je sais que la voiture est assurée et chez qui. Et si vous allez changer d'assureur, l'assurance va dire à la banque, attention, on change d'assurance et on va être sûr que vous n'êtes pas juste en RC, mais vous êtes bien en full omnium quand vous l'a demandé. Prise en gage de l'assurance incendie, c'est la même chose, c'est qu'on veut s'assurer que vous avez bien assuré votre bâtiment. Et alors, il y a d'autres sûretés qui sont générales ou spécifiques. Ça, c'est parfois important. Il y a des anciens contrats où on signait une garantie pour un crédit. On ne signait pas que pour cette garantie-là, mais on signait pour tous les crédits futurs et à venir. Et ça, c'est embêtant. Donc, il faut s'assurer quand on signe notamment un acte de sûreté, que la sûreté, c'est juste pour ce crédit-là. C'est important parce qu'il y en a qui sont déjà fait avoir là-dessus. Les alternatives, si je veux aller voir ailleurs, je peux de crowdfunding, on a déjà parlé. Le compte courant passif, ça c'est plus structurel. Compte courant, ça je suis au compte dans le bilan. C'est éventuellement si ma société a besoin de fonds et qu'elle est difficile à financer auprès d'une banque, ou je peux moi mettre de l'argent dans ma propre société, mais sans devoir faire une augmentation de capital qui bloquerait mon cash. Je décide de donner de l'argent à ma société, de ne pas donner, de prêter de l'argent à ma société, et ça va dans un compte courant passif, et ça montre que j'ai soutenu ma société, et je peux le faire, je peux même toucher un taux d'intérêt là-dessus. Et là-dessus, même une banque pourrait me demander de signer un document comme quoi je m'engage à laisser ça dedans. Et de ne pas le prendre tout de suite, parce qu'on peut aussi tronquer les choses en disant j'ai mis 100 000 euros juste pour passer mon dossier crédit, et le lendemain, je refais un virement dans l'autre sens et j'ai retiré les 100 000 euros. Le financement participatif, ça existe aussi. Les nouveaux actionnaires, se dire si vraiment j'ai besoin d'avoir et que c'est difficile, je ferai une augmentation de capital avec un nouvel actionnaire. Je peux augmenter mon capital tout seul aussi. On peut même faire des crédits pour augmentation de capital. Quand des sociétés vont bien et qu'on a besoin de plus de fonds, on peut augmenter son propre capital et faire un crédit pour ça. Ou je peux vendre mes factures, par exemple comme chez Edebex, aller vendre ses factures, ou le factoring, c'est deux choses différentes. Et travailler sur mon cash management, ça c'est plus une question sur le day-to-day au quotidien, de se dire si j'ai pas d'argent dans ma caisse pour payer mes clients, mes fournisseurs, quelles sont ma rotation de clients et de fournisseurs? Qu'est-ce que j'ai dans mon stock? Est-ce que mon stock tourne assez vite? Et de se rendre compte que finalement, quand on regarde ces bilans, il y a beaucoup d'argent dans la société, mais il est bloqué. Il est bloqué parce que j'ai mis un stock de dingue, parce que j'ai commandé tout mon papier de sac à pain, de tartes, etc. au début janvier et que je vais couler ça sur 12 mois, mais que tout ça en attendant, c'est sur des palettes au fond de mon que j'ai tout payé et c'est bloqué. Ou que j'ai acheté des grandes quantités de décoration et que tout ça est bloqué. C'est des choses qu'il faut avoir. C'est l'e-back, je ne rentre pas dans ces e-backs, c'est un peu compliqué pour en parler maintenant en 5 minutes. Ça peut se faire avec de l'immobilier. C'est éventuellement de se dire, je revends un bien, je le transforme en leasing. C'est ce que l'État belge a fait avec pas mal de bâtiments pour les sortir de sa structure bilantaire. Et je peux faire de l'escompte. L'escompte, ça va vous avancer à quoi? C'est éventuellement si je vends à des gros clients et qui payent à 60 jours ou à 30 jours, et que ça me pose en problématique parce que moi j'ai dû produire tout ce que je devais produire, je lui vends et non seulement il part avec, mais je sais qu'il va me payer lui à 30 ou 45 jours et qu'entre-temps, mon compte en banque, il n'est plus de tout dessus. Je peux très bien dire, écoute, si tu as les moyens, ta facture, je fais 3-4% en moins et tu payes tout de suite. Et ça, c'est parfois intéressant pour vous parce que l'argent qui arrive tout de suite, je ne dois pas demander un crédit de caisse, je ne dois pas demander un straight loan. S'il fait un escompte à 3-4%, le crédit de caisse de l'autre côté, c'est entre 13 et 15% l'an. On voit tout de suite qu'il y a moyen d'aller négocier ce genre de choses. Les durées, on en a pas déjà parlé, je ne vais pas me répéter. Et les types d'investissement, fonction de l'amortissement, durée de vie du bien, utilisation réelle du bien. Comme j'ai dit, type d'investissement, mobilier, immobilier. Je ne veux pas aller faire une machine ou une voiture en 20 ans, quoi. Les voitures maximum, c'est en 60 mois. Un particulier peut aller un peu plus loin qu'un véhicule de standing, mais pas plus. Et je vous ai dit, basez-vous sur l'amortissement. Si j'ai une machine qui est amortissable en 5 ans ou en 3 ans, si j'ai de l'IT amortissable en 3 ans et je sais que dans 3 ans, il va disparaître, je fais un crédit en 3, je ne fais pas autre chose, sinon je vais être en problématique plus tard où la banque va dire non, c'est pas possible. La durée de vie du bien, effectivement, si je fais un crédit de machine à 60 mois où je décide d'acheter une grosse machine et que je fais un crédit en 10 ans, mais je sais que la machine, après 5 ans, elle est morte et je dois changer, c'est pas utile. C'est pas utile parce que ça va me mettre en difficulté dans 5 ans. Et donc, si je sais que j'achète une machine très chère et que je dis, moi, dans 5 ans, cette machine, je suis quasiment sûr qu'elle est obsolète et que j'aurai de nouveau besoin d'une autre machine, d'abord, je pense au leasing.
si c'est possible. Peut-être que ce ne sera pas possible parce que la machine est trop spécifique et le leaser va dire non, ça je ne sais pas faire en leasing. Ou plutôt de se dire, ah, moi je vais faire mon crédit, mais je vais le faire en 5 parce que je sais que c'est en 5 ans que je dois amortir mon truc. Et je reviens sur l'utilisation réelle du bien aussi. Si j'achète des camionnettes pour ma boulangerie et que je dis, je vais les faire en 60 mois, mais je sais qu'elles vont tellement rouler qu'après 3 ans, elles sont foutues, faisons un crédit en 3 ans, hein, parce que après 3 ans, j'aurais déplacé mon problème en fait. Et donc il faut vraiment réfléchir comme ça. Ça peut changer beaucoup de choses aussi dans le bilan évidemment et dans le flux de trésorerie, mais autant penser à ça maintenant. Timing de la demande, il faut quand même prévoir les rendez-vous, il faut prévoir quelques jours pour confectionner son analyse, savoir que ça met du temps, il y a peut-être des experts qui doivent venir, il y a peut-être un décideur crédit qui va intervenir. Donc en dernière minute, ça fonctionne jamais parce que vous n'allez jamais pouvoir le faire. Le leasing, c'est toujours plus rapide. Si vous avez un bon bilan, le leasing, en 2-3 jours, c'est réglé. Les montages complexes du type j'achète un bien usufruit d'une propriété en personne physique ou des montages avec des sociétés, ça met du temps. Ça met du temps à expliquer, ça met du temps à faire la demande, ça met du temps à la banque aussi. Et il y aura des. Donc, il ne faut pas se presser, il faut avoir le temps devant soi. Je veux dire, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas signer quelque chose tout de suite. Pour les versements anticipés d'impôts, j'ai mis les 4 dates importantes, mais ça dépend de votre clôture bilantaire. Mais plus on commence tôt, plus on a les bénéfices fiscaux. Il y a aussi le timing pour la mise en place des garanties. Si jamais je dois faire un mandat, une hypothèque et des choses comme ça, je dois passer chez mon notaire et mon notaire, il a aussi son agenda. Et donc, si la banque dit, vous avez besoin d'argent tout de suite, j'ai travaillé très vite, mais il faut signer tout ça chez un notaire et ça doit être fait pour le 15 octobre. Je pense que si je téléphone à mon notaire pour dire qu'il faut faire des hypothèques et des mandats pour un bien de ce type-là, et plus les recherches, il va me dire c'est gentil, mais revenez en décembre, hein. Et ça pourrait mettre à mal votre projet aussi. En cas de refus, il faut demander une explication détaillée. Bien souvent, on ne va pas demander pourquoi. Et parfois, c'est important parce que faut comprendre que les banquiers aujourd'hui vont de plus en plus vite, ont beaucoup de demandes, ils sont mal formés. Ça, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Ils vont tous me tuer. Mais vous allez demander à une société, vous allez voir votre banquier, vous dire, ah, moi je vais faire ma boulangerie, je vais demander ça en 20 ans, mon mobilier en 20 ans aussi, mes machines en 20 ans. Vous allez avoir un refus. Et vous dites, mais pourquoi j'ai mon refus? Parce que ça passait. Mais la personne en face de vous, vous n'avez peut-être pas expliqué que c'était pas la bonne demande ou vous a pas aidé à faire la bonne demande. Et donc, si on vous dit, écoute, ça a été refusé parce que tu as tout demandé en 20 ans, ça marche pas. Ah, mais non, il fallait peut-être. Et parfois, c'est bête, mais parfois, le conseiller va pas vous conseiller, vous expliquer pourquoi. Et vous allez peut-être vous dire, ah oui, j'ai demandé le dossier comme ça, c'est pas passé, mais tiens, à propos, si j'avais demandé ça sur une durée plus courte, ou si j'avais mis un peu plus de fonds propres, ou si j'avais une donnée garantie complémentaire, ah bah oui, ça c'est autre chose, c'est un autre dossier. Ah, et pour ça qu'il faut rediscuter. Mais je dirais, avant d'avoir le refus, préparez à l'avance votre dossier, anticipez, avant de faire la demande, de déjà avoir de dire, oh, qu'est-ce que je vais demander et pourquoi je vais le faire. Et que votre banquier va dire, ah, ton projet il est bon, ton projet n'est pas bon, ou structure-le différemment. Comme ça, vous aidez votre projet à passer. Il ne faut pas avoir peur de modifier la proposition. Si la banque vous a refusé et qu'elle vous dit, moi j'ai refusé parce qu'il y a ça, oh, attends, t'as refusé, mais moi, écoute, je pourrais peut-être faire un geste, mettre un peu plus de fonds propres, ou éventuellement, je donne une hypothèque complète, ou je donne une garantie complémentaire. Revenir avec des éléments neufs et tangibles, permettent de revoir le dossier. Donc un refus n'est pas forcément un non, c'est juste qu'il faut revoir les choses. Et éventuellement, s'il y a des alternatives. Parfois, moi, j'ai vu des dossiers qu'on refusait, notamment des investissements. Je dis, mais attends, si on fait en leasing, est-ce que ça marcherait pas? Parce que le leasing, c'est autre chose. C'est pas le même risque. C'est le leaser prendra un autre risque. Et donc, ça peut passer. Une machine, on dit non en crédit classique, peut très bien passer en leasing. Dans les sources de financement, je galope un peu parce qu'il reste plus que 20 minutes. Sur Bruxelles, j'ai structuré ça sur un slide qui n'est pas très structuré, mais je vais partir de droite vers la gauche. Je dirais au début, dans la première colonne, il y a toute la partie de financement qui est publique, où là, vous êtes hors banque. Sur quasiment tout le slide, on est hors banque, mais la partie droite, on a Finance et Invest, que je vous encourage à aller voir sur leur site. Il y a le prêt proxy, qui est le prêt qu'on peut faire, les particuliers peuvent faire aux sociétés avec des avantages fiscaux. Il y a Innoviris Bruxelles. Innoviris, ça c'est pour la partie innovation. Et là, je dirais, il vaut mieux passer par eux pour discuter un peu de ce qu'on peut faire avant d'aller voir Innoviris, parce que c'est vraiment l'innovation technologique pure. Il faut vraiment être vraiment dans l'innovation et pas dire je fais quelque chose que tout le monde peut faire. Donc c'est vraiment quelque chose de spécifique. Il y a les subsides, mais c'est une source de financement aussi au niveau de business, économie, emploi. Et nous, on a une personne qui s'occupe aussi des subsides chez Hub qui peut vous aider si vous dites tiens, j'engage du personnel, j'ai engagé un consultant, j'ai un plan de croissance, j'ai un projet, mais peut-être que je pourrais avoir des fonds publics qui pourraient m'aider. Il y a une partie subsides et qui sont quand même intéressantes quand on se lance, de se dire tiens, est-ce que j'ai droit à des subsides? Oui. Et alors, il y a le fonds bruxellois des garanties qui vont vous aider de dire tiens, j'ai fait un dossier qui est un petit peu light et je sais que la banque va demander le fonds bruxellois des garanties est là.
Et Start, ce que j'ai mis au-dessus, c'est pour tout ce qui est culturel, c'est aussi un financier. Mais donc, sur cette colonne-là, on est sur du financement qui est hors banque et qui est auprès de la région ou auprès des particuliers. Et ça, c'est assez pratique parce que c'est un peu plus facile à obtenir, mais il faut quand même structurer sa demande correctement. Au centre, j'ai mis un autre source de financement avant d'arriver aux banques. KissKiss, Bang Bang, Ulule, on est dans le crowdfunding, c'est-à-dire je vais aller sur mes réseaux sociaux, je vais dire tiens, je lance ma boulangerie, j'ai besoin de 50 000 euros. Tous ceux qui participent ont droit pendant un an à un sachet, un pain au chocolat gratuit tous les samedis, ou simplement parce que c'est un chouette projet. Quelque chose, comme j'ai dit, qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que si on veut obtenir son financement, il faut faire quelque chose de structuré, ça met du temps, il faut avoir un réseau derrière, au niveau sur Facebook, LinkedIn, au niveau familial, etc., pour vraiment dire, OK, j'ai un objectif, mais j'y arrive, parce que sinon, on n'y arrive pas. Il y a d'autres sources de financement, comme j'ai mis MicroStart, Credal, qui sont des financements où vous pouvez dire, tiens, les banques ne savent pas intervenir parce que j'ai un projet qui est jeune, parce que j'ai un projet qui est difficile, mais j'ai besoin d'un montant plus petit. Eh ben, je sais aller chercher du microfinancement auprès de sociétés qui sont un peu moins, qui sont plus faciles, qui prennent peut-être moins de garanties avec des montants plus petits, mais qui vont toujours, bien évidemment, analyser votre dossier. EDPEC, je l'ai mis, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est pour effectivement revendre ses factures et voir l'argent beaucoup plus vite. Et puis on va partir plus loin, mais ça je dirais c'est déjà quand on est par startup scale-up, est-ce que je vais chercher de l'argent vers des investisseurs comme Angels ou du venture capital, où là il faut drôlement préparer. C'est ce que l'équipe chez nous Up fait, c'est de quand même bien regarder, d'avoir un pitch correct, de savoir pitcher, d'avoir une bonne présentation, et ça c'est important, et de même savoir si on s'est pitché correctement, c'est pas toujours évident non plus. Et alors j'ai mis aussi des sources de financement que vous pouvez aller voir, comme Solifin, Lita, qui est toute une partie de, voilà, on est parti sur le sociétal, le durable, qui sont des groupes, notamment chez Solifin, où vous allez pouvoir trouver de l'investissement à impact, qui est différent des banques, qui intervient avant les banques aussi, à des conditions différentes. Mais ça n'empêche pas que même pour ce genre de financement-là, il faut être préparé comme si on allait voir son banquier. Exactement la même chose, il ne faut pas arriver à la fleur au fusil, il faut savoir expliquer tout clairement, en détail. Et alors pour le crowd lending cette fois-ci, qui est du crédit mais qui vient aussi des particuliers, vous avez les Bolero et les Look and Fin, où là c'est de l'argent aussi de gens qui décident d'investir dans des sociétés, mais là c'est juste un crédit que vous remboursez. Sur KissKiss et Ulule, c'est du crowdfunding, là vous remboursez pas, ou vous donnez un petit cadeau et c'est juste une sorte de donation pour que ça se passe bien. Les autres, c'est un peu plus, c'est du crédit, à des taux différents, à des conditions différentes. Et puis on arrive dans la partie banque, la partie banque que vous connaissez déjà, avec au-dessus, j'ai structuré Arval et Leasy, qui est à nouveau qui est arrivé dans le leasing, et LeasePlan. Je ne vais pas rentrer dans le détail des uns des autres, il y en a d'autres, comme je l'ai mis, ça ne se voit pas, si, il y a toute une série d'autres sociétés, mais je ne peux pas tout mettre là-dessus. Le leasing, on n'y pense pas assez souvent, mais quand on est une jeune entreprise, qu'on se lance, parfois, ça aide beaucoup de proposer du leasing plutôt que du crédit. Ça paraît tout à fait différent et le risque est complètement différent pour une banque. Et je ne suis pas certain qu'un jeune conseiller qui vous allez demander un crédit d'investissement pour du mobilier d'aménagement de votre boutique ou de la voiture va penser au leasing parce que c'est pas un outil qui va gérer facilement. C'est un autre outil pour techniquement, pour l'avoir vécu, c'est un autre outil d'encodage avec un autre processus qu'il faut maîtriser. Et une fois qu'on le maîtrise, c'est super. Ça marche beaucoup mieux que le crédit, ça va beaucoup plus vite, mais il faut mettre le nez dedans. Et il y en a qui ne mettent pas le nez dedans, et donc il y a des agences qui ne vont pas vous le proposer, mais c'est à faire. Et puis vous avez tout le système bancaire classique, mais lui qui va regarder sur des données beaucoup plus factuelles. Et donc je dirais, dans la source de financement, quand on démarre, il faut commencer à regarder ce qui se passe à droite, ce qui se passe au milieu, et puis on arrive sur les banques. Mais quand on arrive sur les banques, il faut déjà avoir soit une activité existante, d'avoir plusieurs, éventuellement quelques mois d'activité. Si j'ai 6, 7, 8, 9 mois d'activité, que j'ai déjà des clients, que j'ai déjà des contrats en cours de route, etc., je peux déjà aller à ma banque montrer que j'ai des clients, que j'ai des contrats qui sont signés, que j'ai besoin d'un petit soutien financier, mais qui va aller graduel. J'entends graduel, c'est que si je vois que je viens de démarrer, que ça se passe bien, et que j'ai besoin de financer, je ne vais pas directement aller à ma banque demander 100 000 euros de crédit de caisse. Je vais dire, écoutez, regardez mes chiffres, moi j'ai besoin de 15 000 de crédit de caisse maintenant, on se revoit dans 6 mois avec un nouveau bilan ou dans 4 mois avec des nouveaux chiffres et vous revenez à ce moment-là, dire, regardez, tout ce que j'avais projeté est arrivé, c'est bien là, on est dans le bon timing et maintenant j'ai besoin d'un peu plus. Et vous créez cette confiance. Ça, c'est vraiment important, c'est créer la confiance au fil du temps. Voilà, j'étais un peu rapide parce que je voulais laisser du temps quand même si jamais il y avait des questions.
Et donc, je vous encouragerais à me poser des questions maintenant. Comme ça, on a encore, je pense, un bon quart d'heure. Oui, alors il y a eu des questions dès le démarrage en fait, hein, mais je t'ai pas interrompu. Mais il y a eu des questions de personnes qui se demandaient quel financement ils pouvaient trouver pour plutôt de la location, parce qu'on a insisté sur de l'achat immobilier. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font de la location, et donc voilà, de location de local sur Alors, Bruxelles. si on fait la location, on est parti sur effectivement la garantie bancaire locative, qui est de plus en plus compliquée à obtenir. Et c'est pour ça que j'ai parlé du crédit de cautionnement, parce qu'en général, sur la garantie bancaire, mais comme j'ai dit, c'est quand même un risque crédit. Et bien souvent, quand on demande une garantie bancaire auprès d'un financier, on ne se rend pas compte personnellement de se dire, ben, il y a un risque crédit pur. C'est un risque crédit pur, comme j'ai expliqué, parce qu'effectivement, si je ne paye pas mon loyer et que mon propriétaire va voir la banque en disant j'ai ma garantie bancaire signée, la banque paye et vient chez vous. Et donc, vous devez avoir les reins solides pour effectivement pouvoir ce remboursement. Donc, ce risque crédit est important et donc les banques l'analysent vraiment comme un risque crédit important. Et donc, c'est difficile à obtenir. Et les banques vont souvent vous dire, alors elle va demander d'une garantie quelconque, une signature de quelqu'un de complémentaire ou un crédit de cautionnement. Et c'est pour ça que même pour 2, 3 mois de loyer, ou parfois on se dit, mais enfin, je viens demander 3 mois de loyer, ça fait 9 000 euros, la banque me dit non. Il faut bien comprendre que les 9 000 euros, la banque va les payer rubis sur ongle au votre propriétaire et va venir directement dans votre poche les chercher. Et donc, c'est pas facile à avoir. J'ai regardé avant de préparer la formation ici, il y a même des banques qui n'en parlent pas tellement sur leur site. Donc, je dirais les grandes banques, il faut plutôt aller les voir avant le projet, de discuter, de voir si, au niveau de la location du montant qu'on va demander, est-ce que c'est possible et si oui, à quelles conditions. Et sinon, j'ai trouvé d'autres banques qui parlent du crédit de cautionnement, qui est là vraiment de dire, bah, écoutez, vous êtes un dans vos projets, vous n'avez pas tellement les moyens, qui peut se porter caution pour vous? Tout le monde ne le fait pas non plus. Mais il y a certaines banques où vous allez pouvoir effectivement dire, ben voilà, je me lance, mais j'ai mes parents, ou j'ai un ami, ou j'ai ma copine qui se porte caution quelque part, que si ça se passe mal, ben vous payez, mais on vous rembourse, quoi. C'est pas facile à obtenir comme crédit, ça c'est clair. Ça fait partie avec les crédits de caisse, à mon avis, des crédits les plus difficiles à obtenir, parce que si vous ne savez déjà pas mettre 3 ou 4 mois de loyer, c'est que c'est déjà un peu difficile au niveau du financement, et donc je partirais alors plutôt de me dire, tiens, je fais un plan financier complet, je regarde mon besoin de financement pour lancer ma boîte ou mon magasin, parce que je sais que dans mon magasin, j'ai des aménagements, et de dire ouais, combien j'ai besoin, et là-dedans, je vais trouver un MicroStart ou un Crédal, et j'essaye d'intégrer là-dedans, ben, il y a 2, 3 mois de garantie s'ils sont d'accord, quoi. Sinon, voir le crédit de cautionnement, ou vraiment discuter avec la banque, mais vous risquez à un moment donné d'arriver juste même à devoir mettre des fonds bloqués ou une garantie autre. C'est bien que je réponds un peu de manière louvoyante, mais je sais que c'est pas facile à obtenir et les banques ne donnent pas facilement parce qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit que c'est vraiment un crédit pur avec un risque pur en fait. Je t'entends pas. J'avais coupé le micro, désolé. Je disais, tu parlais de la partie gauche de ton slide, des subsides qui sont quand même une source de financement. Euh, on a eu un atelier ce matin sur tous les subsides de Bruxelles Économie et Emploi. Mais voilà, il y a aussi, par exemple, l'appel à projet Open Soon qui permet de financer son local pendant la première année d'activité. Donc il existe voilà, des sources publiques, des aides publiques pour se lancer, mais c'est vrai que sur du long terme, il va falloir regarder les Sur du sources long de terme, c'est financement plus classiques. difficile et OpenSoon va aussi demander d'avoir un projet complet, hein, une vision complète sur tout le projet en fait, hein. Ouais. C'est important puisque là on va analyser le projet dans son intégralité, hein. D'accord, donc il faut déjà réfléchir évidemment après à l'après Open Soon et aux sources de financement plus classiques alors pour se Oui, financer. bien sûr. Enfin, je dirais, il faut avoir son projet complet. Et comme je dis, c'est de dire, voilà, j'ai besoin d'une garantie bancaire, mais dans cette garantie bancaire, il y a peut-être d'autres choses pour que je lance ma société. Et Opetsoon va aider justement à lancer, que ça se passe bien, mais en ayant une vision correcte de, il y a la garantie bancaire, mais peut-être les aménagements de locaux, il y a peut-être les premiers investissements, etc. Et dire, OK, ça tient la route parce que on a vraiment une vraie projection de trésorerie qui dit, voilà, on va s'en sortir, on va y arriver, quoi. Ouais. C'est aussi ce qu'il faut pouvoir démontrer si on va demander une garantie bancaire auprès d'une banque classique. C'est pas simplement demander la garantie en disant voilà, j'ouvre mon magasin de fleurs et j'ai besoin de 3 mois de garantie. Non, c'est de dérouler son business plan complet pour montrer que voilà, je demande ma garantie, mais je suis viable en fait.
je n'ai pas l'argent maintenant, mais dans quelques mois, ça va être, je vais pouvoir l'obtenir facilement. En tenant compte que Ok. la banque, dans son schéma de crédit, ce qu'elle vous donne aujourd'hui, elle l'analyse en permanence, hein. Donc, c'est pas parce que j'ai obtenu un crédit garantie bancaire aujourd'hui que dans 6 mois, c'est toujours bon, hein. Je publie des bilans négatifs ou j'ai 2 années qui sont négatives, la banque va vous revenir en disant la garantie bancaire, on veut plus, hein. C'est des choses qui Mhm. peuvent être dénoncées. Donc, l'important, justement, de cette vision, de dire, OK, si je demande quelque chose, je dois pouvoir vraiment la justifier, la présenter correctement. Et que le banquier puisse dire, bah, tiens, bien sûr, évidemment que ça va aller. C'est un fleuriste, il a un parcours, il est bien dans un bon quartier, etc. Oui, c'est ça qui va faire la différence. Pas justement dire 3 mois de loyer, c'est 9 000 € et c'est pas cher. Non, c'est tout ce que j'ai présenté au début. C'est vraiment structurer tout ça pour vendre correctement son projet et d'expliquer pourquoi. Maintenant, vous allez tomber sur des banquiers ancienne école qui vous diront gentiment bête et méchant, si on lance un commerce et qu'on sait déjà pas mettre ses garanties bancaires, on ne peut pas le faire. Il y en a. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut voir le projet global sur au moins les 36 premiers mois, quoi. Et effectivement, aller sonner à toutes les portes et voir au niveau subside, open source et autres, s'il y a des possibilités, ou des crédales, des microstarts, des structures plus petites, ou éventuellement même de faire un petit crowdfunding au démarrage, hein. J'ai mon voisin qui décide de travailler, c'est top. Pas le bon moment. Mais Non. ok, très bien, merci. Quelqu'un qui a un projet dans l'intelligence artificielle. Alors moi, je lui ai donc, il recherche des fonds orientés vers ce domaine. Je l'ai orienté vers Innoviris. Et puis, tu as parlé qu'il pouvait contacter directement Hub avant même Innoviris. Donc, ça, j'imagine que c'est sur l'adresse business at hub.brussels. Ouais, exactement. Le mieux, c'est d'envoyer un mail sur l'adresse business@up.brussels. Où là, on va éventuellement regarder, accompagner le projet. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui est demandé, la structuration. Et je vais dire, et de voir quand on peut aller chez Noveris pour faire la demande et de voir si ça va bien rentrer dans ces cases-là. Maintenant, la partie Noveris, c'est la partie qui va venir de la région. Si on est vraiment dans un projet d'intelligence artificielle qui est disruptive, on peut directement voir Innoveris dans la première phase et partir ensuite vers d'autres types d'investisseurs que je n'ai pas nommés ici parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'équipe business, on a toute une palette d'investisseurs qui est à disposition et en fonction du projet, de ce qu'on veut faire, parce que quand je parle d'investisseur, je peux demander un crédit, mais je peux demander aussi quelqu'un qui rentre comme actionnaire avec de l'equity. Je peux Mhm. demander ça à le moyen terme, long terme. Je peux dire, tiens, je rentre mon projet, mais je vais en sortir dans 5 ou 6 ans et le revendre. Et de voir quel montant j'ai besoin. J'ai besoin de 100 000, 500 000, 1 million. Est-ce que j'ai besoin de 100 000 maintenant, 1 million fin d'année, 2 millions en 2022? Et donc, on va structurer la demande et en fonction de ça, on va pouvoir préparer un pitch et aller voir les investisseurs qui vont vous aider ou qui seront susceptibles de pouvoir dire, tiens, ah, ce projet-là, ça m'intéresse. Mais que vraiment, comme j'ai dit, Noveris, il faut vraiment qu'on soit dans quelque chose qui soit disruptif et pas l'utilisation de programmes que tout le monde peut avoir, quoi. Mais je peux pas donner, l'avis que j'ai, c'est effectivement d'envoyer un mail sur l'adresse business, qu'on puisse vous guider et vous accompagner. Très bien. Une personne. Alors, il y a des questions qui ne sont pas toujours très claires, hein. Il y a une personne, je crois, qui s'intéresse à la différence entre leasing ou achat comptant pour un véhicule utilitaire. Mais voilà, je pense que tu as pas mal parlé du leasing. Et Ouais, justement, mais entre l'achat comptant et le leasing, si on peut faire du leasing ou un financement, c'est mieux de garder son argent cash. Donc c'est mieux de voir si on peut avoir du crédit, parce qu'une fois que l'argent, on achète comptant, on sait que j'ai payé la voiture, ok, j'ai plus de charges, mais si après j'ai une tuile et que j'ai besoin d'argent, je vais demander de l'argent pour autre chose, et je dis, attends, mais j'ai financé ma voiture, oh, maintenant j'ai besoin de cash. Donc la question, c'est vraiment de se poser, si j'ai un peu de cash, c'est peut-être mieux de garder un peu de cash, de voir si ça passe en leasing, et si jamais après j'ai une tuile, parce que j'ai un fournisseur qui paye pas à temps, parce que j'ai une charge exceptionnelle qui arrive, bah, j'ai mon petit bas de laine. Que si je mets mhm, tout mon bas de laine sur la table et que j'en ai plus, si j'en ai encore, tant mieux, mais si j'ai tout mis sur la table et puis je vais trouver ma banque, ah, je sais plus payer mes factures parce que j'attends d'un client des montants qui n'arrivent pas, etc. Je suis short, ça devient difficile. C'est toujours le même principe, hein. C'est comme quand on est en particulier, qu'on a besoin d'un crédit pour une machine à laver parce que c'est vient de lâcher, on ne l'a pas. Si par contre on a déjà un dépassement autorisé en compte, on achète sa machine et c'est tranquille, quoi. C'est un peu ma vision. Je dis pas que c'est la et bonne, mais c'est ma vision.
Quand tu parles de bas de laine, est-ce qu'il y a une règle générale pour évaluer quel est le montant de cet argent qu'on doit avoir de côté? Alors là, l'argent qui est de côté, c'est plutôt de regarder dans son bilan, de regarder au niveau de ses cash flows et de sa trésorerie, et de se dire, avec une vision de trésorerie à 12 mois, ce que les gens ne font pas en général, ce que j'appelle vision de trésorerie, c'est de voir vraiment un tableau Excel, et pas chez le comptable, mais chez soi, et de savoir tout ce que je vais dépenser, tout ce qui va rentrer, quelles sont mes charges, quelles sont mes rentrées, mes sorties, et d'avoir cette vision sur 12 mois. Et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'attends vraiment et quand ça devrait rentrer. Et là, ça va permettre effectivement de dire, tiens, j'ai besoin à un moment donné de 20 ou 30 000 euros dans l'année. Est-ce que j'ai besoin d'un crédit ou est-ce que plutôt j'ai mon petit bas de laine qui me sert justement à ce moment-là? Mais ça, dans la vision du bas de laine à obtenir, je ne dis pas qu'il faut avoir 100 000 ou 200 000 sur son compte et dire, ah, ça, j'ai mon matelas. Ça peut être intéressant de se créer un matelas si on a des projets futurs. Hein. Du type, j'ai loué maintenant, je lance ma boulangerie, mais je sais que dans 5 ans, je vais vouloir acheter quelque chose. Et donc, ma société va devoir engranger du cash. Et donc là, je sais que je vais devoir créer une valeur. Si par contre, c'est de dire, tiens, dans mon année, en général, entre le plus haut et le plus bas, mais le plus bas, moi, c'est 50 000 et je sais que là, j'ai pas envie de crédit, bah, je sais que j'ai besoin de 50 et je vais reconstituer ce bas de laine au fil du temps, quoi. Et il y a aussi la vision de la saisonnalité. J'ai 12 mois, mais toute l'année, c'est pas le même chiffre d'affaires, quoi. Mais ça, c'est à soi-même, en fonction de son projet, de son ambition, à voir la création de valeur et le besoin qu'on en a à avoir. Qui peut être différent en fonction des projets futurs. Hein. Si c'est quelqu'un qui se dit, moi j'ai mon bas de laine, mais tout ce qui est produit, tout ce qui est chiffre d'affaires, ben, c'est pour moi parce que je prends mon dividende ou je fais un salaire final en fin d'année, c'est une autre vision. Ok, super. Je vais peut-être, si on a encore une minute, une toute dernière question. Je pense qu'il y avait une personne qui avait fait une demande auprès de Brussoc, qui avait été refusée, qui avait pourtant fait un business plan assez complet, selon elle. Qu'est-ce que tu aurais une recommandation à lui faire pour qu'elle parvienne quand même à trouver des financements? Je dirais de reprendre contact avec ben, la partie business chez nous, et on va regarder si c'est chez nous qu'on en s'occupe, parce que sur la partie business, on s'occupe pas de tout, mais de regarder si nous, on peut s'en occuper au niveau du projet ou si on va l'orienter vers éventuellement un guichet d'entreprise locale ou un conseiller autre qui pourra l'aider à regarder la demande qui a été faite et à restructurer éventuellement ben, le business plan qui a été fait, le plan de trésorerie, et de voir éventuellement avec Brussoc où ça a été négatif, sur quelle partie est retravaillé en fait. C'est ce que j'ai dit, quand on a un point négatif, faut être accompagné, je dirais, par une structure. Donc, on peut envoyer un mail sur l'adresse business et nous, on va dispatcher, dire est-ce que c'est nous qui nous occupons ou on va vous envoyer vers des points de contact qui vont vous aider à structurer ça. L'écosystème est assez large, hein, donc on pourra vous aiguiller vers d'autres interlocuteurs tout aussi compétents, ou soit nous, hein, ça dépend vraiment du projet, quoi. Parfait. Il faut pas être démoralisé, il faut juste chercher un peu sur tous les sites, quoi. Moi, j'en ai mis une partie ici, mais je peux pas tout mettre. Je pense que le 18-19 est une bonne porte d'entrée à ce niveau-là pour se poser les questions, dire tiens, j'ai telle et telle problématique, j'y arrive pas. Il y a déjà énormément de réponses au 18-19 et une fois que le 18-19 se dit bah, j'ai besoin d'un spécialiste, les informations sont relayées derrière dans des services de hub et automatiquement quelqu'un va pouvoir vous répondre et vous aiguiller vers le bon réseau, la bonne personne ou vous donner des pistes pour arriver à vos solutions, quoi. Exactement, c'est un peu ça. Hein. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 18-19. Nous on fait le point quand on ne sait pas, c'est trop spécifique, on renvoie vers les conseillers. Et je dirais qu'un bon réflexe c'est aussi d'aller voir sur notre site web où il y a déjà énormément d'informations sur les sources de financement, comment les débloquer, des bons conseils. On a aussi un outil où on référence tous les options de subsides et de financement en région bruxelloise qui est tenu à jour. Donc c'est aussi une belle base de données. Voilà. Et alors, quelqu'un a posé la question, j'ai répondu par écrit, de savoir si cette séance serait revisionnable. Oui, elle le sera, elle est enregistrée et nous la mettrons sur notre YouTube 18-19 où il y a déjà pas mal de vidéos dans ce goût-là. Donc voilà, ça vous pouvez passer le mot. Et Et oui. il y a les slides aussi. Je ne sais pas si les slides sont à disposition, mais les slides sont là aussi. Hein. Ouais, effectivement. Donc ça, merci pour ton accord. Donc effectivement, les slides seront diffusés aux participants. Donc ça, vous l'aurez par mail. Ma collègue va vous envoyer ça dans la foulée demain ou enfin dans la semaine. Voilà. Alors
Je sais que voilà, il est déjà 31, donc on va bientôt terminer. Et voilà, il n'y a plus d'autres questions, juste des merci. Donc un grand merci à toi Fabrice pour cette présentation bien complète, en tout cas de tout ce qui existe, et bien utile, je crois, pour les porteurs de projets. Et voilà, n'hésitez pas à regarder la suite du programme de la semaine, à vous inscrire. Il reste des places dans la plupart des ateliers, donc n'hésitez pas. Voilà. Fabrice, je ne sais pas si tu veux faire un mot de conclusion. Non, merci à tout le monde. C'est difficile effectivement d'avoir une interaction sans interaction. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à revenir au 18-19 qui va relayer vers tout le monde, qu'on puisse vous aider au mieux, quoi. Parce qu'ici, j'ai abordé beaucoup de choses en peu de temps, c'est beaucoup d'infos. C'est sûr, ouais, c'était très dense, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit chez Hub Business ou chez nous 1819. Super, et ben je clôture ici alors la séance et merci beaucoup Super, à toutes merci. et tous. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt.